France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi, le grand forum jusque 18h30 en ce vendredi pour cette dernière de la semaine. Avec jusque 18h30 la Myanmar tout à l'heure pour l'éphéméride, la télé pour les programmes télé de ce soir, le sport bien sûr. Avec Ralph Pécheni tout à l'heure, Libertad et puis bien entendu le j'aime ou j'aime pas. Et nous ferons aussi plusieurs détours du côté du TIFAD. C'est un forum économique qui se déroule actuellement à Taberka en Tunisie, dans le nord de la Tunisie, avec Jean-Marc Zébélus et plusieurs de ses invités, notamment le conseiller du président Béjira Essebsi qui parraine cet événement. Donc plusieurs détours par le TIFAD, vous disais-je il y a quelques instants. C'est un forum économique qui se déroule actuellement à Taberka en Tunisie. Avec donc parmi les invités le conseiller du président Béjira Essebsi, Laïla Echi, c'est une sénatrice française qui est de passage évidemment à Taberka, et puis également un représentant donc de Tunisie-Japon qui sera également l'invité de Jean-Marc Zébélus au cours de cette émission sur France Maghreb 2. Mais avant toute chose, pour commencer, pas de coup de cœur musical aujourd'hui, mais une belle rencontre qui nous emmène du côté de Hammamet. En présence en France Maghreb 2, Madame Ouided Otmani. Bonsoir Madame. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes la porte-parole du symposium méditerranéen de l'art contemporain qui a lieu à l'hôtel Les Orangers à Hammamet en Tunisie du 5 au 28 avril, donc ça se termine aujourd'hui. Et pour lequel d'ailleurs France Maghreb 2, partenaire média. Pouvez-vous nous présenter ce symposium? Alors ce symposium, c'est une rencontre entre 33 artistes de plusieurs pays, en tout 14 pays, de la Chine, du Japon, de l'Espagne, du Mexique, du Portugal, du Maroc, de la Tunisie bien évidemment, de l'Irak. En fait, je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est 14 pays en tout. C'est 3 disciplines. Donc peinture, gravure et sculpture, et le grand défi c'était de faire de la sculpture en même temps que les 2 autres disciplines. Et bien évidemment on a on a regroupé tous ces artistes dans un seul lieu qui est la ville de Hammamet, une ville très très belle pendant les mois du printemps et pendant l'été. Donc l'atelier de peinture se passe au jardin bien fleuri et très beau de l'hôtel Les Orangers au bord de la mer. Donc vraiment un lieu magnifique où des artistes ont créé des œuvres et des peintures d'art contemporain. L'autre atelier se passe au Jardin des Arts de Dar Sébastien, au Centre culturel international de Hammamet, à la ville de Hammamet, là où 9 artistes de différentes nationalités, il y a un Mexicain, il y a un Japonais, il y a des Tunisiens, il y a aussi un Espagnol qui donc sculptait des œuvres gigantesques et vraiment très beaux, et qui vont être installés dans les jardins des arts du Centre culturel international de Hammamet. Ouided Otmani, que vont devenir toutes ces œuvres en cours de création? Alors, les œuvres de sculpture, les œuvres de gravure aussi, parce qu'il y a aussi un atelier de gravure qui est installé aussi à Hammamet. Tous ces œuvres, ou presque tous, vont créer le premier musée d'art moderne et d'art contemporain en Tunisie. Eh bien, les sculptures seront un musée d'art à ciel ouvert au Centre culturel international de Hammamet, et les autres œuvres seront dans ce grand musée qui sera créé à Dar Sébastien, au Centre culturel international de Hammamet, qui est l'un des plus grands centres culturels de la Tunisie. Alors, je précise, Madame Otmani, que ce symposium est organisé par l'association Atelier des Arts Contemporains de Paris, avec le soutien de l'association que vous présidez, l'association Chemin Croisé des Civilisations à Paris. Quelle sera la suite à donner, justement, pour ce qui est de la partie en France? Alors, je tiens à préciser que c'est Madame Rimayal, qui est une franco-tunisienne, une peintre, qui a eu cette idée de créer et de créer ce symposium et cet grand événement culturel en Tunisie. Une partie des œuvres va partir, et essentiellement des peintures, va partir à Paris pour faire une exposition et pour faire connaître l'art contemporain tunisien en France et à Paris. Merci Madame Ouided Otmani de nous avoir présenté donc ce symposium et de nous avoir fait voyager depuis la France jusqu'à Hammamet en Tunisie, où je suppose il fait beau.
Il fait beau, il y a du soleil, venez passer vos vacances à Hammamet en Tunisie. C'est toujours un pays d'accueil et de paix. Merci beaucoup Madame Bouddha Otmani, à très bientôt. Voilà pour notre premier invité, il y en aura plusieurs au cours de cette émission puisque nous serons non plus à Hammamet mais à Tabarka en Tunisie, à la frontière tunisienne avec l'Algérie, bien sûr dans le nord de la Tunisie, pour ce TIFAD, forum économique qui a lieu en ce moment, qui a démarré. C'est pas dans l'est de l'Algérie, Christophe? Non, monsieur. Bonjour monsieur Bouakaz, comment ça va? Ça va. Impeccable. C'est encore un bout de Tunisie qu'on leur a donné, c'est ça en fait? Bonjour Tarek. Non, je déconne. Oui, bah écoute, ils sont là-bas, donc tu peux y aller, lâche-toi. Ah, c'est vrai, je peux le lâcher là. Ah ouais, tu peux y aller. Non, mais amis tunisiens, moi, vous savez, je suis absolument pas nationaliste au mauvais sens du terme, mais j'aimerais bien que on vive assez longtemps pour voir une vraie union du Maghreb, mais peut-être que je suis dans le dream total. Là. Dans l'utopie, peut-être. Mon petit Christophe, j'ai fait un petit détournement sur le début d'émission parce que je me la raconte quoi. Hein. Ouais. Il y en a qui détournent les avions, moi je détourne les émissions, toi. Vas-y, te gêne pas, ça. Tu viens tellement rarement que bon, tu peux. Ouais, te mais faire tu vois, je plaisir. suis venu accompagné de la belle, intelligente, suave et tellement efficace Jamila Zeraoui avec laquelle j'ai remonté. Voilà. Ça va, Jamila? Dis un petit bonjour, Jamila. Bonjour à l'équipe France Maghreb, c'est toujours un plaisir de vous voir. Même Comment si ça va, on se Jamila? voit pas beaucoup. Oui, ça va très bien. Tu es toujours évidemment très active. Bah écoute, aujourd'hui plus que jamais, hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Si on se bouge pas maintenant, quand est-ce qu'on va se bouger? Bah puisque t'es là, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va se passer le 4 mai? Alors oui, le 4 mai, il va y avoir un rassemblement qui va se faire autour des réseaux franco-algériens et pour motiver les personnes à voter contre Marine Le Pen. Donc ça va se passer le 4 mai prochain, salle Colonne, au 90 boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement, au métro Glacial. Donc le 4 mai prochain à 19h, mais je pense qu'on aura le temps de vous redonner les infos plus tard. Ouais, bah avec grand plaisir, ma chère Jamila, c'est chez toi. Bon, merci reviens pour l'accueil en tout cas. Oui, c'est toujours un plaisir. Mais par contre, Christophe, si ses cheveux continuent de me chatouiller les oreilles, je réponds plus de moi là, moi. Ah, vous reste sage. Pardon, dans un instant, on faut bien qu'on se marre un peu. Parce que... Oui. Alors, Madame Laïla Ichi, tu connais, sénatrice? Oui, on l'embrasse. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-Marc Zébulus l'a rencontré tout à l'heure, une petite interview, donc notamment sur le TIFAD et la partie plus politique à la française, on va dire. Bien, ça, on vous le diffusera la semaine prochaine. Et puis nous aurons aussi donc un autre invité, Monsieur Eddy Ben Abbès, tout à l'heure, qui a rencontré Monsieur Zébulus, et nous devrions être en direct dans un instant avec le conseiller du président Béji Essebsi, qui parraine d'ailleurs ce forum économique TIFAD. Ça te dit quelque chose de TIFAD, non, mon cher ami Amo? Non, ça me dit rien, mais je lui souhaite longue vie et tout ce qui contribue à améliorer la situation économique de la Tunisie est une très bonne chose. Alors, c'est ça dont il est question, j'espère. Parce que... Oui, absolument. Alors, pour ce qui est de la question du jour, on va changer un peu de sujet, quitter la politique. Moi, je me dis, ça fait du bien un peu. Oh, merde, je suis plus pour rien alors. Non, pas du tout. T'inquiète pas, on va en parler de la politique. Mais dans la question du jour que je vous propose aujourd'hui, l'interdiction des applications anti-radar, Waze, Coyote. Entre autres, servira-t-elle vraiment à la lutte antiterroriste, puisque je vous rappelle qu'un décret a été signé disons à interdire donc ces applications, ou plutôt le signalement de policiers, puisque apparemment le gouvernement dit que ça peut aider les terroristes. Donc ces applications et leur avenir est en jeu pour le coup, utilisées quand même par pas moins de 20 millions d'automobilistes en France. Donc vous nous répondez à cette question, est-ce que ça va servir réellement à la lutte contre le terrorisme, ou plutôt de remplir un peu les caisses de l'État qui sont bien vides en ce moment? Eh bien, vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, on compte sur vous, pub, et on est de retour très vite avec Monsieur Hamou Bouakaz. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Monsieur Hamou Bouakaz qui est avec nous aujourd'hui. Hamou, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ce premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu. Et il en est ressorti donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui lui est arrivé en tête un an à peine avant d'avoir créé son mouvement En Marche. Donc là, pour le coup, il est vraiment en marche là. Ouais, je pense que il a, comme disait Hollande, il m'a trahi, mais avec méthode. C'est-à-dire que je pense qu'il a parfaitement compris qu'il y avait un vrai besoin de renouvellement, que un certain nombre de mafias politiques étaient arrivés à un niveau de contradiction et de pourrissement qui faisait qu'ils allaient tomber comme des fruits mûrs. Il a ensuite été intelligent, c'est-à-dire qu'il a fait une campagne avec des algorithmes pour savoir réellement ce que les gens pensaient dans les catégories qui l'intéressaient, c'est-à-dire les insiders, hein, ceux qui ont du boulot, ceux qui entreprennent, ceux qui communiquent, voilà, tous ces gens. Il a
pris un parti très inclusif, c'est-à-dire que il a refusé de se mettre à dos les religieux, les personnes handicapées, tous les gens qui aspiraient à être considérés comme des groupes, j'allais dire comme des communautés, mais je vais pas le dire. Et avec ce cocktail-là, il a intéressé, et puis il a secoué en fait les différents pruniers politiques, et les prunes sont tombées. Et là, maintenant, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il est confronté à un problème de gestion de sa croissance, comme n'importe quel PME. C'est-à-dire, soit il arrive à recruter, entre guillemets, des cadres intermédiaires qui vont consolider l'édifice, et ça peut marcher, soit il n'y arrive pas, et ça risque d'être difficile. Mais en tout état de cause, je voterai Macron avec, j'allais pas dire avec enthousiasme, mais avec sérénité, parce que pour moi l'essentiel est là. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais Macron, c'est peut-être encore plus le fils spirituel de Bertrand Delanoë que celui de François Hollande. C'est-à-dire que Macron, c'est l'aboutissement de ce qu'avait dit Bertrand Delanoë au congrès de Reims en 2008. Et tous les socialistes étaient ligués pour que Delanoë ne prenne pas le parti. Si on avait laissé le parti à Delanoë, je pense qu'en 2012, il aurait pu être candidat, et l'opération Macron se serait produite 5 ans avant, mais dans un certain ordre. Tu ne crois donc pas à une opération orchestrée, manœuvrée par François Hollande en collaboration avec Macron pour que l'on soit là où on en est aujourd'hui finalement? Alors, tu sais, il y a un proverbe qui dit nous ne contrôlons pas les événements, feignons de les avoir organisés. Donc, je pense que François Hollande, il en a pris son parti, et donc il essaye de se donner le beau rôle dans cette affaire-là. Je pense qu'il n'est pas mécontent. Quitte à avoir un héritier, je pense qu'il préfère que ce soit Macron que n'importe qui d'autre. Alors, faut-il encore qu'il soit élu, mon cher ami? Voilà, c'est une vraie question, et j'avoue que cette semaine, j'ai pas mal écouté le forum, et amis auditeurs, je veux pas dire vous me peinez, parce que moi je suis pour la liberté, mais je pensais pas qu'on en était là. Franchement, je pensais pas qu'on en était là. Est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui qu'il y a des gens d'abord qui soient déçus de la politique? Alors, ce qu'il y a d'historique dans ce premier tour d'élection présidentielle, c'est que les deux partis historiques sont écartés du deuxième tour, que ce soit LR ou le Parti Socialiste, qui a fait quand même 6,2. Benoît Hamon a résisté, et puis malgré lui, quoi. Mais c'est normal, Christophe. C'était prévisible. Moi, en 2011, j'avais signé un bouquin, j'avais dit les partis politiques sont morts. Je veux dire, c'est des coquilles vides. En 2012, on a évité l'accident de la mort des partis politiques grâce à Sarkozy. C'est-à-dire que la détestation de Sarkozy a cristallisé tellement qu'il y a eu une sorte de mouvement pour le foutre dehors. Bon. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est Macron qui sort du bois? C'est parce que Hollande a eu l'intelligence de pas se présenter. Si Hollande s'était présenté, on aurait cristallisé contre Hollande, et Dieu sait ce qui en serait sorti. Probablement Le Pen, parce que Fillon aurait été discrédité par les affaires. Je fais de la politique fiction là, mais si vous voulez, il y a un rejet mais absolu des partis politiques. Écoutez, ça fait 3 ans que je suis sur cette antenne, ça fait 3 ans que je vous dis ce que j'en pense. Ce qui m'est arrivé à l'hôtel de ville de Paris, c'est complètement j'allais employer un mot savant, paradigmatique, c'est complètement la quintessence de ce qui se passe dans les partis politiques. C'est-à-dire toute personne qui n'incarne pas la vision, la ligne au sens le plus étriqué, au sens le plus mafieux de ce terme, est dégagée. Voilà, c'est simple. Et donc, repris par Marine Le Pen d'ailleurs hier soir en meeting. Oui, alors ça c'est un autre mot, c'est le dégagisme, c'est-à-dire c'est sortez-les tous. Hein. Mais ça c'est pareil. Mélenchon avait théorisé ça très bien. Il avait écrit un bouquin qui s'en aille tous. Mais c'est pas parce qu'il a bien théorisé l'état de l'opinion que il peut en tirer profit, parce que lui-même, et c'est d'ailleurs une de ses contradictions, il fait partie de cette élite-là. Du système, bien sûr. 30 ans au Parti Socialiste. Et donc, malgré la com, malgré les bonnes intuitions, il y a un moment, ça se voit. Et justement, alors, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, qui devrait normalement publier une vidéo sur son site internet aujourd'hui. On avait dit à 11h, c'est pas fait encore? Non, c'est pas fait. Pas encore, en tout cas. Elle a l'air d'être dur à chier, cette vidéo, hein. Non, en plus, elle a été enregistrée hier. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a, on peut imaginer qu'il y ait peut-être des tractations. Je ne sais pas, en tout cas, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de tractation à avoir. Enfin, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Emmanuel Macron n'aurait pas dû aller voir Jean-Luc Mélenchon? Non. Non, je pense qu'au contraire. Moi, je comprends très bien l'attitude de Mélenchon. C'est-à-dire que beaucoup la condamnent, hein. Non, mais moi je la comprends. Je la comprends. C'est-à-dire que le dimanche soir, je comprends son attitude. Ok.
Je pense qu'il est passé tout près du deuxième tour. Il faut préciser un mot que, selon nos informations, ça s'est vraiment joué quasiment à une demi-heure près. Hein. Ah, mais moi je suis sûr. D'ailleurs, moi je pensais vraiment qu'il aurait pu être au second tour. Franchement. Hein. Et pour le dire clairement, ça m'aurait pas fait mal à moi. Hein. Bon, oui. Voilà. En tout cas, moins mal que de voir. Voilà. Bon, voilà. Et parce qu'en plus, il a fait vraiment une très belle campagne. Je pense qu'il a été. Il nous a fait plaisir par son érudition, par son intelligence, par aussi les questions qu'il a posées, par aussi une forme de, comment dire, d'assagissement, de force tranquille qui émanait de lui, hein, pour paraphraser Mitterrand qu'il aime bien. Donc moi, le dimanche soir, je comprends très bien. Le lundi, je comprends aussi. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que nous entendons, c'est-à-dire de cette force de dégoûtage qui fait que beaucoup de gens risquent de s'abstenir, je pense que, et j'espère en tout cas que c'est ce qu'il va faire, qu'il va induire qu'il faut voter Macron. Même si il ne le dit pas. Un peu comme ce qu'a fait Philoche tout à l'heure. Philoche, il a dit, on a le choix entre un poison et un pistolet. Ben, on écarte d'abord le pistolet. Ouais. Le poison, on s'en arrangera. Et je comprends tout à fait cette réaction. Moi, je la trouve noble, il n'y a pas de problème. Je suis pas d'accord. Hein, je pense que Macron n'est pas un poison et que Macron, c'est quelqu'un avec lequel je pense qu'on peut trouver des moyens de contractualiser. Mais je suis tout à fait à l'écoute de gens qui pensent ça. Mais Le Pen, c'est très grave. Delanoë disait ce matin, il a raison, que l'extrême gauche avait très souvent refusé de faire le choix entre la social-démocratie et la droite. Et moyennant quoi, Hitler a été élu au suffrage universel. Et une fois qu'ils sont dans la place, Dieu seul sait quand est-ce qu'ils vont la rendre. Hein. Et dernière question avant qu'on passe au zapping, est-ce que finalement tout ça n'est pas la cause de problèmes de personnes? Benoît Hamon aurait pu se retirer et se rallier à Jean-Luc Mélenchon, ce qui aurait peut-être fait gagner, même très certainement, en tout cas la gauche serait au second tour de cette élection. C'est un problème, je crois, d'argent en fait. C'est-à-dire que je pense que le PS n'a pas voulu perdre le j'ai plus combien d'argent par voix qu'on obtient en financement quand on a des voix dans les élections. C'est pour quelques poignées de dollars, on n'a pas eu une personne de gauche au second tour, et tout ça, ça va se payer. Hein. Ça va se payer dans les législatives. Comment vont-ils faire pour s'organiser pour les législatives? Ces partis qui sont complètement laminés là aujourd'hui. Ils vont pas s'organiser, et du coup c'est peut-être la manière la plus intéressante pour Emmanuel Macron, parce que il est arrivé en tête dans 240 circonscriptions. Donc s'il continue comme ça tous, il se pourrait même qu'il ait la majorité absolue. Je peux pas garantir, mais c'est possible. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement aux gens qui, on peut le comprendre aussi, hésitent à voter Macron, même si c'est un vote, on peut qualifier comme étant un vote par dépit, pour certains en tout cas, en leur disant, il y a les législatives dans un mois, possibilité de lui faire barrage ou de lui mettre une opposition assez forte face à lui. Bien sûr. C'est un bon argument, ça. Bien sûr. De toute façon, écoutez, vous avez été capable de voter, ceux qui étaient majeurs en 2002, vous avez été capable de voter pour super menteur, pour super voleur, en vous bouchant le nez, et vous allez faire des fines bouches par rapport à Macron. Mais vous plaisantez, non? Chirac, malgré tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et puis c'est un vieil homme, voilà, respect à un personnage qui a compté. Mais enfin, c'est quand même super menteur, super voleur. Faut quand même pas, hein, même s'il il nous a éblouis en ne mettant pas la France dans la galère de l'Irak. De l'Irak, ouais. Hein moi, j'ai été après lui à la mairie de Paris. Je peux vous dire qu'il en faisait de belles. Bon. Ah oui. Et j'ai voté pour lui en 2002 là, j'étais content de pas voir ce qu'il y avait marqué sur le bulletin. Quoi. Et pourtant, 15 ans après, Hameau, on n'aura pas ce score. Non, on n'aura pas ce score parce que 84, je crois. Hein. Jacques Chirac, 82, je crois. Voilà. 82. Mais parce qu'il faut lire un livre de Pierre Thévagnan qui a été écrit il y a déjà presque une dizaine d'années. Ça s'appelait La lepénisation des esprits. Ouais. Et qui décrivait très bien comment les idées de Le Pen avaient infusé dans la société française et comment le poison s'était répandu et avait commencé d'infecter les cervelles. Et la responsabilité de la gauche est patente là-dessus. Depuis 1984, la concomitance de la propulsion de Le Pen par François Mitterrand, de la création des SOS Racisme, depuis 1984, la gauche joue aux apprentis sorciers et maintenant la gauche pleure. C'est pour ça que les plus lucides et les plus politisés, ils l'ont mauvaise. Moi, je les comprends. Je les comprends très bien. Parce qu'ils ont vu le coup. Ou ils y ont participé, comme Mélenchon, par exemple. Donc ils savent. Ils sont à l'origine de ça.
Donc, maintenant qu'ils voient que leur stratégie a diaboliquement réussi, ils ont des soucis. Oui, en fait, le Front National s'est banalisé dans ce pays. 7 800 000. À l'impulsion, en connaissance de cause, vote. Christophe. Cette fois-ci, on peut pas dire on savait pas. Mais alors, En connaissance de cause. question que je te pose aussi, comment tu expliques que le Front National ne soit jamais aussi haut, aussi fort lorsque les socialistes sont au pouvoir? Et ma question sera la suivante aussi. Si réellement c'est un parti fasciste dont personne ne doute, en tout cas en ce qui me concerne, pourquoi ne l'interdisons pas? Parce que tu peux pas interdire un parti qui représente 8 millions de personnes. Il y a qu'en Algérie. Non mais avant on aurait pu le faire. Oui, mais Il n'y avait pas 8 millions à l'époque. Mais il était utile. Il était utile à Mitterrand pour faire barrage à la droite. Il était utile. L'arroseur arrosé en fait. Et ouais, mais c'est ce que je te dis. 34 ans d'une stratégie qui est en train de se retourner contre ses propagateurs. Et qui en paye le prix? Eh ben, les citoyens, mais ça, c'est pas faute de l'avoir dit, c'est pas faute d'avoir prévenu, hein. On est nombreux à avoir prévenu. Seulement, il y a des forces en présence qui ont besoin pour que les franco-maghrébins n'accèdent pas à l'élite dans ce pays, on est prêt à faire beaucoup de choses. Et y compris ça. Allez. C'est pour ça qu'il faut absolument voter Macron, parce que Macron est un homme de son siècle, qui lui est beaucoup plus pétri d'idéal chrétien, d'idéal anglo-saxon, et il n'est pas du tout, me semble-t-il, dans cette discrimination négative. On passe au zapping. Avec dans le zapping, donc aujourd'hui pas mal de choses donc à commenter. C'est parti, jingle. Le zapping, mon cher Hamou Bouaka, chers amis auditeurs, qui commence avec les contradictions du candidat Macron, parce qu'il y en a, Hamou. Sans doute. Le docteur Emmanuel Mister Macron, c'est l'enquête de France 2. Écoutez. L'œil du 20h s'est replongé dans les interviews, les écrits et les discours du candidat Macron. Sur certains sujets, il y a comme des contradictions, l'impression d'avoir affaire à deux personnes, docteur Emmanuel et Mister Macron. D'abord, Emmanuel Macron est-il socialiste? Décembre 2014, devant un parterre de patrons, le ministre de l'économie s'explique. Pourquoi je suis socialiste? Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Pourquoi moi je suis socialiste? Et je l'assume. 2 ans plus tard, visite au Puy du Fou en compagnie de Philippe de Villiers, et tout a changé. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Moi je suis socialiste. Contacté, l'équipe du candidat précise, Emmanuel Macron vient intellectuellement de la gauche mais n'est pas encarté au Parti Socialiste. Sur le cannabis, la position du candidat est, disons, fumeuse. Fin 2016, dans son livre-programme, Emmanuel Macron est clair. Il faut écouter les professionnels de police et de justice qui expliquent combien il est vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis, alors qu'une contravention lourde serait bien plus dissuasive. Bref, remplacer dans certains cas les peines de prison par des contraventions, en droit c'est une dépénalisation. Pourtant, 4 mois plus tard, Emmanuel Macron dit l'inverse. Je ne crois pas à la dépénalisation des petites doses, ni aux peines symboliques. Cela ne règle rien. Vérification faite, le candidat est bien pour une dépénalisation concernant les petites doses de cannabis. Son équipe plaide le malentendu à propos de sa récente interview. Comment gouverner? Voilà une autre question qui taraude Emmanuel Macron. Novembre 2016, voilà ce que le candidat déclare à la presse. Je ne crois pas une seule seconde à la réforme par ordonnance. Vous savez, les ordonnances, ce sont ces textes écrits par le gouvernement sans débat au Parlement. Désormais, Emmanuel Macron les trouve très utiles pour réformer le droit du travail. Sur ce sujet-là, qu'on fonctionne par ordonnance pour le faire durant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un choc de confiance. Promis juré, ça ne concernera que le droit du travail. L'entourage du candidat nous le confirme. Dernière contradiction, la question écologique. Dans son programme, Emmanuel Macron veut sortir la France des énergies fossiles. Devant une association qui défend l'environnement, il le répète. Je crois qu'il faut être cohérent, je suis contre l'extraction et l'exploitation des fossiles. Contre l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, Emmanuel Macron. Il y a un an, il n'était pas de cet avis. Favorable à l'exploration et à l'extraction devant des spécialistes des matières premières. Et je suis favorable à cet égard à la poursuite de la production de pétrole conventionnel, qui est un facteur de sécurité d'approvisionnement. Alors qui croire, Macron 2016 ou 2017? L'équipe d'En Marche précise, la seule énergie fossile à laquelle le candidat est opposé, c'est le gaz de schiste.
Alors je précise que c'est l'œil du 20h de France 2 qui a fait cette enquête et a pointé du doigt ces nombreuses contradictions qui font dire à beaucoup d'électeurs aussi que Macron n'est pas clair sur beaucoup de sujets. Bon, enfin, comment vous dire, c'est un peu compliqué d'être politique dans cette époque-ci. Parce que, en gros, le président de la République, ou le candidat, il devrait avoir une opinion précise sur la longueur du fil à couper le beurre, sur la largeur des filets de pêche. Vous voyez, il y a 1 milliard de questions qui se posent. Un candidat honnête, ce serait un candidat qui serait capable de fermer sa gueule et de dire, écoutez, là-dessus, j'ai pas une opinion précise, j'y réfléchis, je vous reviens. Seulement, un candidat comme ça, il serait taxé d'impréparation. Et donc, ce que vous entendez là, c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire que, en fonction de qui l'entoure, en fonction des urgences, de l'idée qui se fait, des réactions qu'il va y avoir par rapport à telle ou telle politique, il adapte son point de vue. Mais est-ce que c'est rassurant, ça? Ah non, c'est inquiétant, mais c'est inquiétant comme n'importe quel... Enfin, je veux dire, à partir du moment où les citoyens se mêlent pas de politique, c'est toujours inquiétant. Et pourquoi ça se voit plus chez le candidat Macron, alors? Parce qu'il est beaucoup plus jeune, parce qu'il n'a pas d'appareil, parce que... il pratique pas assez la langue de bois encore? Il est moins armé là-dessus, puis ça fait qu'1 an qu'il est en situation, hein. Oui. Donc, moi, je veux vous dire... non, il a été ministre, il a été conseiller d'Hollande. Oui, d'accord, mais enfin, tu vois... Il connaît un peu l'appareil quand même. Oui, mais il connaît l'appareil, mais il peut pas répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Ouais. Alors, donc, selon qui est son conseiller social, voilà. Moi, je crois que il y a des choses dont on peut être sûr. Par exemple, l'opinion publique et les rapports de force sont tels qu'il ne pourra pas être pour les énergies fossiles. C'est plus possible. Sur le cannabis, il y a un consensus. Je pense qu'on va évoluer sur cette question-là. Je sais pas jusqu'où. Vous connaissez mon opinion, hein. Moi je suis contre la dépénalisation, mais peut-être qu'on va aller vers des amendes d'abord. Mais sur le fait qu'il soit socialiste en 2014, qu'il ne soit plus en 2016. Ouais, écoute, moi je veux dire, je suis socialiste le soir, je le suis plus le matin. Ouais, c'est un peu à la carte en ce moment. Non, mais je veux dire par là que je pense qu'il a jamais été adhérent du parti. Ouais. J'imagine que... Et sur le fait qu'il va finalement pratiquer les ordonnances, quoi. Ouais, alors ça... Sur la loi travail. Je pense qu'il flippe sur cette question. C'est-à-dire que je pense que son entourage patronal le pousse à pratiquer les ordonnances. Mais si, par exemple, aux législatives, sur cette question-là, il est mis en difficulté... Vous vous souvenez, en 2007... Nicolas Sarkozy, Fabius l'avait poussé dans ses retranchements et il avait parlé d'augmenter de mettre une TVA sociale. Ouais. Il avait quasiment failli perdre les élections législatives à cause de ça. Sa majorité s'était trouvée très atrophiée. Donc il n'a pas pu forcément mener la politique qu'il aurait voulu. Là c'est pareil. Si la gauche est maligne et le prend à revers sur ces histoires d'ordonnance et qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, eh bien il risque d'être obligé de reculer. Suite de ce zapping, Hamou, avec cette question, quel gouvernement pour Marine Le Pen si elle est élue le 7 mai prochain? France 2 a enquêté et voici ce que ça donne. Ça donne pas franchement envie. Bien. Dans un futur gouvernement FN, David Racheline pourrait aussi trouver toute sa place. À 29 ans, le maire de Fréjus coordonne la communication de la candidate. À ses côtés, Nicolas Bay, secrétaire général du FN, un potentiel ministre de l'Intérieur en cas de victoire. Un gouvernement qui compterait aussi Gilbert Collard ou Sophie Montel, eurodéputée, l'une des rares femmes de la galaxie Le Pen. Elle se verrait bien à l'environnement. Un sillage où l'on trouve aussi des alliés. Christine Boutin, qui appelle à voter pour la candidate. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, qui combat Emmanuel Macron. Il y a aussi Robert Ménard. Et pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan, qui réserve sa consigne de vote. Nicolas Dupont-Aignan qui doit rencontrer Marine Le Pen cet après-midi, je tiens à le préciser. Dites donc, vous imaginez ce gouvernement? Non, j'imagine pas, mais ça n'aura pas lieu, parce qu'on va se battre contre. Ouais. Non, mais écoutez, ce serait d'ailleurs intéressant d'écouter Nicolas Bay en 2004 parler de Marine Le Pen. C'était assez rigolo, parce qu'à l'époque, il était du côté de Maigret, et il lui en met plein la tronche. Vous retrouverez ça facilement sur Internet, parce que ça a été utilisé ce matin par Europe 1 ou par France Inter. Et en gros, il nous dit, c'était une erreur de jeunesse, et elle a été magnanime, elle m'a repris avec elle. Non, mais il n'y a pas grand monde, finalement. Non, mais potentiellement. Supposer que Marine Le Pen soit élue. Oui. Évidemment. Un certain nombre de gens de droite d'abord, mais j'exclus pas même de gauche, viendraient à la soupe. Ça ne fait aucun doute. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ne se sont pas positionnés. Attendez un mot. Marine Le Pen gagne dimanche 7 mai. Vous pensez franchement qu'il y a des gens
du LR, alors qu'on peut imaginer, mais de socialistes qui viendraient manger à la soupe, comme vous dites? Écoutez, Christophe, si on reprend l'histoire, moi j'invente rien. Vous regarderez sur Internet un certain Gustave Hervé. Un certain Gustave Hervé, c'était un socialiste de gauche, socialiste enragé, pacifiste, qui était farouchement opposé à la guerre de 14. Quand la guerre de 14 a été déclenchée, il est devenu le plus guerrier des guerriers et il a fini extrêmement à droite. Vous avez Marcel Déat, 1934, pareil, un pacifiste de la gauche, un ultra. Hop, il a fini dans la collaboration. Je peux vous en citer des dizaines. Donc ne croyez pas que les choses soient étanches, et je ne donnerai pas de nom pour ne pas avoir de procès, mais il y a des dizaines de gardiens de camps de concentration potentiels dans la classe politique française. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tiens, je vous donne un maire qui a fait appel à un maire LR de Vissou, qui appelle à voter Marine Le Pen. Est-ce que là, dans ce cadre-là, il ne doit pas être exclu du parti? Il y a eu déjà des gens de chez LR qui ont appelé à voter Le Pen, hein. De toute façon, exclure de LR, c'est comment ça devient vide, hein. Oui, c'est sûr qu'il ne reste plus grand-chose. Voilà, ça serait bien, effectivement, qu'ils reçoivent un tacle, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un président du parti maintenant. Donc, alors, Marine Le Pen hier était en meeting à Nice et elle a pris un malin plaisir à faire siffler longuement Christian Estrosi. On peut la comprendre. Que l'ancien conseiller et ministre de l'économie de François Hollande est pour soutien emblématique des personnalités aussi diverses que Daniel Cohn-Bendit, Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, les islamistes de l'UOIF, le président de la Commission européenne, bien sûr les patrons de presse, mais aussi Robert Rue, Manuel Valls ou Christian Estrosi. Merci, il mérite largement cet opprobre. Voilà, vous avez vu de quelle manière on a fait siffler Christian Estrosi chez lui à Nice. Hein. Bon, alors j'ai pas pitié, hein, parce que Christian Estrosi, la 5e colonne, tout ça, bon. Mais pourquoi? Parce que Christian Estrosi, il est emblématique de quelque chose qui l'a vraiment énervé. Ouais. Qui est plus proche d'elle que Christian Estrosi? Presque personne. Bah oui. Sauf avec Ciotti peut-être. Bon, alors parce qu'ils sont potes et quand ils s'engueulent, il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Ils sont toujours d'accord en fait. Il se trouve qu'Estrosi était candidat au régional et elle a failli le battre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christian Estrosi? En bon opportuniste, il est devenu de gauche. Enfin, pas de gauche, mais il s'est fait repeindre un profil gauche. C'est Marion Maréchal Le Pen qui a failli battre. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Et du coup, maintenant, et comme il y a des renvois d'ascenseur et qu'il est un peu opportuniste et qu'il a pris un cap, il est devenu vraiment très très fortement anti-Le Pen. Donc en fait c'est le contre-exemple qu'elle veut éviter, Marine Le Pen. Dans un instant, suite de ce zapping avec d'ailleurs une séquence incroyable qui s'est passée hier soir dans l'émission de Cyril Hanouna, qui n'a pas vraiment franchement l'habitude de recevoir des politiques à part Nicolas Dupont-Aignan qui est venu faire le buzz. Eh bien il est parti lui devant le siège de TF1 parce que hier Emmanuel Macron était l'invité de TF1 hier soir. Et bien il a réussi à le rencontrer. Vous allez voir cette séquence absolument incroyable qui s'est déroulée hier en direct sur C8. C'était à l'occasion de la 1000e de TPMP animée par Cyril Hanouna. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec cette question que l'on vous pose, la question donc du jour de ce vendredi. Qui est la suivante, donc l'interdiction des applications anti-radar, Waze, Coyote, servira-t-elle vraiment à la lutte antiterroriste comme le gouvernement le prétend? En tout cas, tiens, quelques commentaires que nous avons sur la page Facebook de Yamina qui dit non, absolument pas, elle servira surtout à remplir les caisses de l'État. C'est ce que nous dit Yamina. Et Jérôme qui nous dit et encore une solution pour nous piquer du fric. Voilà ce à quoi réagissent nos auditeurs sur cette question du jour que l'on vous pose sur la page de France Maghreb 2 sur Facebook. Je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas fonctionner. Alors le décret a été signé, hein. Non mais qu'il ait été signé c'est une chose, mais tu ne peux pas signer quelque chose qui interdit toute application collaborative sur Internet. Depuis la CB jusqu'à Waze, Coyote et tout ça, c'est le même principe.
Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher les gens d'échanger. Donc, ces applications, elles renaîtront sous une autre forme, mais ça fait partie des choses sur lesquelles la France, c'est un grand Vatican ou un petit Kremlin, quoi. C'est-à-dire que on arrive d'en haut, on fait croire aux gens qu'on prend des lois. Tous les hommes politiques sont persuadés que les lois qu'ils ont prises, bah ça y est, elles sont respectées, alors que tout le monde s'en fout. C'est exactement la même chose qu'en URSS. En URSS, les autorités, à longueur de rapport, déclinaient des statistiques, des lois, et en fait, les gens, ils vivaient leur vie. Ouais. Ils vivaient leur vie complètement à côté. Et donc, en fait, la France, on dirait qu'il y a un monde de légal, et après, il y a un monde de je vis ma vie. Et là, les gens, les automobilistes, ils vont vivre leur vie, évidemment. En plus, tu vois, Waze, c'est une application israélienne d'origine, je le signale. Oui, absolument, on peut le vérifier. Le siège, voilà. C'est Tel Aviv. Absolument. Et donc, très bonne. Du coup, il y en a pas qui vont désinstaller là. Donc voilà, c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a des fois où il y aurait des cons qui vont désinstaller. Bon, simplement, des applications comme ça, il y en aura toujours. Enfin, tu peux pas empêcher les gens aujourd'hui d'être dans du domaine collaboratif. Sauf que les développeurs, ils seront plus malins et puis ils feront autrement. Absolument. Ils contourneront la loi, ça va de soi. Alors j'en parlais juste avant la pub, cette séquence incroyable hier soir sur C8, Cyril Hanouna qui fêtait donc sa millième de TPMP parti au pied du siège de TF1 pour rencontrer Emmanuel Macron. Mais il y a réussi, écoutez. Emmanuel Macron est avec nous. Merci Emmanuel Macron. Vous allez bien? Très bien. Ça s'est bien passé sur TF1? Alors, ça s'est bien passé, vous ne m'avez pas regardé? Je n'ai pas pu, j'étais en direct en face. On m'avait dit que vous aviez mis toute l'émission sur le débat que j'étais en train de faire sur TF1. J'avais un petit écran, je ne vous le cache pas. Ils ont été sympas? Je crois, oui. Très bien. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui c'est la millième de TPMP. Et j'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant bien sûr le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire 3 choses. Je prends le contrôle de l'émission. D'accord? Alors, j'ai l'impression qu'il veut prendre le contrôle de l'émission. Bon, non, 3 choses. La première, je ne vous félicite pas parce que si vous êtes à la millième, c'est que vous n'avez pas regardé sur TF1. Non. Donc, je prends ma perte, tant pis pour moi. Regardez-le en replay. J'ai essayé de dire des choses intelligentes et de vous convaincre. Bon. Deuxième chose, bon anniversaire. Bonne millième. J'espère venir comme président pour la 1500e. 1500e, ça serait parfait. Ce serait pas mal. Je sais pas si on va y arriver, mais bon. Moi, je ferai tout pour d'ici le 7 mai. Et la 3e, je vous le dis, allez voter le 7 mai. Pour qui que ce soit, évidemment. Moi, je vais plutôt vous dire d'aller voter pour moi. Je vais être honnête. Mais c'est pas le lieu ni. Mais allez voter, quoi qu'il en soit. Allez voter, c'est très important. Jeunes, moins jeunes, allez voter. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir ce droit. Allez exprimer vos opinions. Sinon, vous décidez de laisser la place aux autres. Donc c'est pas vous qui déciderez l'avenir de la France dans les 5 prochaines années. Donc allez voter et bon anniversaire. Merci beaucoup Emmanuel Macron, merci beaucoup. Voilà, sur C8 hier soir, donc Emmanuel Macron rencontré par Cyril Hanouna. C'est toujours bon à prendre ce public, non? Je suis très fier de Cyril Hanouna sur ce coup-là. C'est-à-dire que je pense que Cyril Hanouna, on peut le critiquer, on peut en penser ce qu'on veut. Moi je le regarde pas. Hein. Il se trouve qu'il adresse un public que très peu de gens adressent. Et que ce qu'il produit, c'est pas que de la merde, c'est aussi une certaine convivialité, d'après ce qu'on me dit, hein. Et je suis content qu'il ait mis son grain de sel pour que effectivement Macron puisse adresser ce public. Voilà, parce que je crois qu'il y aura une trop faible participation dans les quartiers populaires. Et j'aimerais vraiment que les quartiers populaires ne se dessaisissent pas du petit pouvoir qui leur reste. Je vous le dis, au premier tour, s'il y avait eu un mot d'ordre, pas de justice, pas de voix, je crois que je serais allé voter au premier tour pour ce slogan. Il se trouve que personne ne l'a porté. Voilà, donc j'ai fait le vote le plus proche possible de ça. Mais au second tour, on ne déconne pas les gars, Le Pen c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Souvenez-vous, le pistolet et le poison, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui dit ce qu'il pense. C'est Filoche. Donc Gérard Filoche. Ouais, absolument. Alors, on peut en penser ce qu'on veut de Filoche, je pourrais vous en dire beaucoup, mais c'est pas tout à fait un type hors système, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un homme. C'est battu pour que Mélenchon et Hamon se rapprochent. Hein. Ouais, en tout cas. Il y croyait en tout cas.
Oui, mais c'est pas beaucoup pour lui. Ouais. Alors, dans une campagne d'entre-deux tours où tout est fait pour lisser l'image, convaincre les électeurs de se rallier, le profil n'était pas le bon. À peine nommé à la présidence par intérim du Front National, Jean-François Jalc, accusé de propos négationnistes, est débarqué. Le maire d'Hénin-Beaumont et député européen Steve Briouat prendra la suite. Et Louis Alliot, vice-président du FN, s'en est expliqué ce matin chez nos confrères de BFM TV. Il a refusé sa mission. Il considère qu'il n'y a pas la sérénité nécessaire à l'exercice de cet intérim. Il veut se défendre, il va déposer plainte, car il considère qu'on a attenté à son honneur, et je peux vous dire qu'il conteste fermement et formellement ce qu'on lui reproche. Moi, je connais Jean-François depuis 25 ans, dans l'intimité et dans la politique, je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur ces sujets-là. Nous condamnons ce genre de propos, et vous le savez bien. Aujourd'hui, c'est Monsieur Briouat qui prend la suite. Point à la ligne. Il se retire donc. Oui. Il se retire. C'est Monsieur Briouat qui prend la suite de l'intérim, mais on n'en parle plus. Voilà, terminé, mais on se serait bien passé de cet épisode quand même du côté du FN, non? Tu connais un fasciste qui plaide coupable, toi? Bon, le gars, il s'est lâché, il a dit une connerie. Il peut pas, comme il est vieux, il peut pas dire comme Bay que c'était une erreur de jeunesse. Sur ce qui concerne Monsieur Briouat, on lira avec intérêt le livre dont je ne me souviens plus du nom de l'auteur sur la vie municipale à Hénin-Beaumont. Je pense que c'est très intéressant. Absolument. Je pense qu'il n'a rien, ce jeune homme, à envier à son vieux complice proche de Le Pen père. Entre autres. Alors, Emmanuel Macron était à Sarcelles hier dans la banlieue parisienne, où il est allé à la rencontre de militants associatifs. Réponse du berger à la bergère, car en son tour du mouvement En Marche a voulu marquer le coup en termes de communication. Écoutez plutôt. Madame Le Pen, elle ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il s'en aille. Elle veut séparer la France, la casser en deux. Aujourd'hui, il y a deux projets face à face. Il y a le projet de Marine Le Pen, qui est celui d'une France fracturée, refermée, qui est la trahison de la France. Qui est le projet du Parti Front National, qui porte depuis des décennies, qui est un parti anti-gaulliste, qui est un parti xénophobe et qui a toujours cherché à fracturer le pays parce qu'il vide ses divisions. Et de l'autre côté, vous avez le projet que je porte, qui est le projet républicain, patriotique, qui vise, avec toutes les difficultés que cela comporte, que je mesure pleinement, de fractures, de divisions, parfois de colère, mais à réconcilier ces France, parce que nous sommes toutes et tous français. Discours prononcé à Sarcelles hier, Hamou Bouakaz. Marine Le Pen ne peut pas venir là-bas. Il me semble qu'on est en plein dans le mille. Hein. Enfin, je veux dire, clairement, l'enjeu pour les habitants de ces quartiers-là, c'est bien celui-là. Encore une fois... Et il a eu un bon accueil parce qu'on a eu Austin Ras, qui est un des chroniqueurs du LGF, qui est de Sarcelles, justement. Il était sur place. Il racontait comment ça s'était passé. Ouais. Très bien, visiblement. Il a joué au foot avec les jeunes. Oui, très très bien. Par contre, si tu pouvais parler devant le micro, Amous, très bien. Je fais ce que je peux. Bah oui, je me suis décalé. Voilà, c'est bien. Voilà. Pardon. Donc oui, effectivement, quand il dit Marine Le Pen ne peut pas venir dans ce genre de quartier, il a raison là. Pour le coup, en fait, c'est quoi? C'est dire, t'es venu me chercher là-bas à Amiens, viens me chercher ici, quoi. Bah oui, enfin, je pense que aussi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une réponse. Hein. Je pense qu'il a besoin de ces quartiers populaires, donc il essaie de leur parler. Bon, Sarcelles, c'est en plus emblématique, hein, une pluri-communauté dans une ville où il y a énormément de nationalités, de religions, voilà, et où ça se passe somme toute pas trop mal. Bon, malgré les difficultés, mais moi, il me semble que vraiment, quand on habite les quartiers populaires, et même si, encore une fois, je comprends très bien ce que les gens peuvent penser, c'est-à-dire, on va encore se faire avoir, pas de ça, nous on veut pas s'en mêler. Je pense quand même que il a montré que il était capable de trouver les mots pour s'adresser à ces jeunes. Et je pense vraiment que, alors là, pour le coup, dans En Marche, il y a vraiment eu une émergence de jeunes de ces quartiers-là, notamment d'entrepreneurs, qui ont suivi Macron depuis le début. Et je pense que pour ces quartiers-là, là, il y a peut-être des signes qui vont être donnés assez rapidement.
Allez, c'en est tout pour le zapping. On va pouvoir échanger avec vous dans un instant au 01 40 33 9000 pour eh bien nous parler un petit peu de ce que l'on peut vivre donc au cours de cette campagne, et bien sûr aussi parler de répondre à la question du jour par rapport à l'interdiction de ces applications Waze ou Coyote ou bien d'autres évidemment qui indiquent la présence de policiers ou de radars selon les endroits. Donc un décret a été signé pour permettre l'interdiction, et le problème c'est que visiblement et d'après le gouvernement ça aide les terroristes. Donc en l'occurrence c'est pour ça et c'est sur cette base que l'interdiction va être prononcée, enfin va essayer d'être prononcée évidemment. Alors est-ce que selon vous ça va vraiment aider ou plutôt empêcher les terroristes d'être au courant de la police là où elle se trouve? Eh bien vous nous répondez bien sûr sur la page Facebook, et vous pouvez nous appeler bien sûr pour nous donner votre avis, puisque vous êtes plus de 20 millions d'automobilistes à utiliser ce type d'application sur votre téléphone. Place maintenant et un petit tour par la Tunisie pour parler du TIFAD, ce forum économique qui se déroule donc en ce moment à Tabarka en Tunisie, où se trouve Jean-Marc Zébulus avec une belle invitée, Laïla Aichi. TIFAD 2017, c'est la deuxième édition qui a lieu du 27 au 30 avril sur cette ville de Tabarka qui se trouve au nord-ouest de la Tunisie, à la frontière tunisienne. Alors, quelles sont vos premières impressions pour ce type de rencontre? Et tout d'abord, bonjour, merci de m'inviter sur vos ondes. En ce qui concerne le TIFAD 2017, je salue l'initiative que je trouve excellente et qui va dans le bon sens. L'idée d'imaginer qu'il y ait une dynamique de rassemblement, de convergence entre plusieurs pays africains pour travailler ensemble au développement de l'Afrique et proprement ce que j'ai toujours pensé, porté. C'est une initiative excellente pour les générations futures, pour la jeunesse actuelle, pour le développement de ce continent, et pour la Française que je suis et la sénatrice que je suis, c'est aussi extrêmement pertinent pour la France et pour l'Europe, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on a vécu quelques séquences assez compliquées dans notre pays, en France. On a eu une élection présidentielle inédite. Dans cette élection présidentielle, beaucoup de sujets sont arrivés à demi-mot sur l'Afrique, sans vraiment forcément la porter de manière aussi forte que j'aurais aimé, pour être très honnête. Et en tout état de cause, les questions de sécurité ont été l'obsession de cette élection présidentielle. Et justement, ce que propose le TIFAD est un moyen de répondre à ces questions d'insécurité. Le développement est le meilleur moyen de lutter contre l'insécurité, contre l'intégrisme, contre le repli sur soi. Si les gens n'ont pas de travail, on ne peut pas imaginer qu'il en sorte nécessairement le meilleur. Et c'est exactement dans ce sens que l'Afrique doit aller. Donc je soutiens de mes mains, je soutiens complètement ce projet que je trouve extrêmement pertinent. Donc on pourrait dire qu'on est dans un mouvement contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Afrique prône l'ouverture, c'est-à-dire travailler tous ensemble pour aller dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de l'Afrique, et notamment vous êtes aussi une écologiste, vous œuvrez beaucoup dans ce sens. Et je crois savoir que dans ce colloque, ce forum, on a dû évoquer aussi le développement durable. On a fait une place assez importante à l'écologie. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, à ce niveau? Est-ce que on a encore tout à faire? Est-ce qu'il faut qu'on continue? Alors, sur les questions d'un point de vue développement durable et environnement d'une manière générale, ces questions sont appréhendées à minima, selon moi et l'ensemble des écologistes, dans l'ensemble de la classe politique, qu'elle soit française, internationale, etc. Il n'en demeure pas moins que le développement durable et la question environnementale est la question clé et la question majeure du XXIe siècle. Et ce que j'ai dit à nos amis africains, ce que j'ai dit au cours du TIFAD, c'est qu'en fait, il n'est pas nécessaire que l'Afrique reproduise dans son développement les erreurs commises par l'Occident, si je puis dire d'une manière générale et générique, et de ne pas reproduire les erreurs d'un développement à tout prix tel que la Chine est en train de le payer au niveau de son développement économique, puisqu'il y a un impact et un coût environnemental considérable. À titre d'exemple, moi j'ai fait la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air en France, qu'on a évalué à 101 milliards d'euros par an. Pour le coup, notamment sur l'aspect sanitaire et sur la dégradation. Les autorités chinoises sont venues me voir pour les aider justement à organiser la société civile. Parce que aujourd'hui, ce que d'une manière générale l'ensemble des lobbies industriels laissent croire, c'est que l'empreinte et la dégradation de l'environnement n'a pas de coût, c'est faux. La dégradation de notre environnement, nous vivons sur la Terre, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'une planète sur laquelle on est en capacité de vivre. Et quand on la dégrade, c'est soit le consommateur qui le paie, soit c'est le contribuable. La dégradation de l'environnement, je le dis avec
beaucoup de force sur vos ondes radio est un sujet qui est minimisé à tort. Et on doit réintégrer le développement durable comme donnée stratégique pour le développement économique. C'est pas antinomique. Et c'est, évidemment, j'ai appartenu à un parti politique qui malheureusement a dévoyé ce sujet. Moi, j'insiste sur le fait que l'environnement, protéger la nature, protéger notre environnement, faire attention à tout ce qui touche à la santé n'est pas antinomique avec un développement économique. Seulement, il faut le faire avec beaucoup plus de sagesse. Et pour pouvoir terminer, je dirais quels sont les mots que pouvez aujourd'hui aussi lancer à cette jeunesse tunisienne aussi, il faut dire les choses, qui n'est pas forcément toujours très optimiste, mais je dois dire qu'ils s'en sortent quand même bien. Ils ont quand même évité le moins pire. Si vous avez un message à lancer à ce beau pays qu'est la Tunisie, qui nous accueille avec beaucoup à l'occasion de ce TIFAD qui nous accueille à l'occasion de ce TIFAD 2017, quel serait ce mot, ce message d'optimisme que vous pouvez leur lancer? Eh bien, écoutez, tout simplement, d'abord qu'ils ont la chance d'avoir cette jeunesse qui est prometteuse de belles choses, et qu'il ne faut surtout pas avoir peur de l'avenir, qu'il faut toujours être positif, même dans des milieux, dans des moments délicats. Je citerai un proverbe africain qui dit toujours, même au plus sombre de la nuit, l'aube est à portée de main. Il faut toujours être optimiste. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont brillants, ils ont tout pour conquérir le monde. Ils sont l'espoir et l'avenir de la Tunisie, de l'Afrique, mais pas que, parce que l'Europe et la France demain auront besoin de l'Afrique. Voilà, vous êtes aussi les héritiers de toute cette civilisation et l'héritage culturel de cette Méditerranée qui a été porteuse de très grandes civilisations. Donc n'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne, soyez ambitieux et que le succès vienne à vous. Et d'ailleurs, je souhaite que ça, puisqu'on est sur la conclusion, je souhaite plein succès au TIFAD 2017 que je vais devoir quitter puisque je dois rentrer à Paris pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et je souhaite bon vent, bon courage et plein succès et au prochain TIFAD 2018 auquel je participerai si je suis invité avec grand plaisir. Mais vous serez forcément invité. En tout cas, si vous me permettez deux mots, votez Macron. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci Madame Laïchi de nous avoir honoré de votre présence et de nous avoir consacré un peu de temps. Voilà Madame Laïla Aichi, donc qui est sénatrice que vous connaissez peut-être, Amou, vous l'avez croisée? Oui, je l'ai croisée à plusieurs reprises, notamment dans un panel d'élus avec Jamila il y a quelque temps quand on avait fait une opération pour les nouveaux élus et les jeunes personne élus. Charmante d'ailleurs, hein. Tout à fait, et une personne aussi intègre qui n'avait pas hésité à demander de voter Valérie Pécresse contre Bartolone. Quelqu'un qui a des idées, qui dit ce qu'elle pense. Oui. En tout cas, on pourrait écouter une autre partie de cette interview parce qu'elle était consacrée donc au TIFAD, mais aussi elle a réagi bien sûr. Jean-Marc lui a posé la question concernant le fait que certains auditeurs de cette radio et de d'autres aussi franco-maghrébins avaient ou ont envisagé de voter Le Pen, et je peux vous dire qu'elle a été assez choquée. On l'écoutera dès mardi prochain. Laïla Aichi, donc rencontrée à l'occasion de ce TIFAD du côté de Tabarka en Tunisie. Mon cher Amou, est-ce que vous avez un petit avis tranché ou on passe avec les auditeurs? Allez-y. De toute façon, je pense qu'on aura largement les avis tranchés avec les auditeurs, mais j'aurai un avis tranché tout à l'heure qui sera très bref. Très bien. Alors on va prendre peut-être un auditeur. Allez hop. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Méziane. Bonsoir Méziane. Bonsoir. On vous écoute Méziane. Bonsoir monsieur Amou. Bonsoir. Ben écoutez, moi je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites là. C'est vrai que c'est des belles paroles, mais Macron, c'est la continuité d'Hollande, et je crois qu'ils ont fait l'expérience, nous avons fait l'expérience depuis plus de 40 ans, entre la droite classique, c'est-à-dire le RPR, et tout ce qui ont suivi après, c'est-à-dire le MP, et ainsi de suite, et les Républicains maintenant, ils changent d'appellation, mais ils changent pas d'âme, c'est toujours les mêmes. Et les socialistes, c'est exactement la même chose. Et nous nous trouvons tous dans le haut chômage, enfin tous, une grande partie. La mondialisation est de plus en plus sauvage. C'est le libéralisme à outrance. C'est l'exploitation des riches pour exploiter les plus pauvres. Et je crois que Marine Le Pen, c'est celle qui va nous faire l'avenir meilleur pour tous. Ah bon? C'est vrai que je pense que quand on sera dans la mer Méditerranée, rentrer en Algérie, au Maroc, mais ne faites pas peur comme ça aux gens, c'est pas vrai. Elle va jamais. Elle a justement vous savez, dans son meeting, elle a dit qu'on soit français de n'importe quelle origine, de n'importe quelle confession,
vous êtes français. Ouais, moi, je suis pas français, je peux parler, donc je ne suis pas concerné parce que je suis pas français. Elle a parlé aussi des islamistes de l'UIF. Ben oui, mais vous savez, les islamistes, vous savez que les islamistes, on peut mettre tout et rien dedans. Vous savez, Méziane, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des associations juives ont participé, de bonne foi, au tri des juifs et tout ça. C'est un mot pour tout qui veut tout dire et rien dire. Ça veut rien dire islamiste. Parce que est-ce qu'on peut être christianiste quand on est chrétien? En tout cas, pour elle, ça veut dire quelque chose. Pour elle, ça veut dire musulman, ça veut dire étranger, ça veut dire les gens qui empêchent les Français d'avoir du travail. Méziane, vous avez des enfants. Si vous avez des enfants et qui sont étrangers, eh bien, ils devront payer leurs frais de scolarité. Vous allez avoir... Mais c'est ce qu'elle a... C'est son programme. Non, pas du tout, pas du tout. Là, mais c'est son programme, Méziane, c'est son programme. Non. C'est son programme. Bah écoutez, reportez-vous à ce qu'elle a écrit. Écoutez, moi, je crois que vous faites peur aux gens. Moi, je crois que Marine Le Pen, c'est pas son père, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Et bien entendu, dans ce mouvement-là, je suis pas à 100% d'accord avec eux. Ah bah oui, mais d'un point de vue économique et social, je crois que c'est le meilleur parti qu'on peut avoir. Ah bah écoutez, effectivement... Et je suis algérien de nationalité, je suis pas français, moi. Mais écoutez, il y a des moments où je suis content qu'on n'ait pas donné le droit de vote, alors... Non, je plaisante. Mais non, mais vous avez le droit de pas dire ce que vous voulez. Non. Moi, je suis un Algérien. J'ai pas la double nationalité, j'ai qu'une nationalité, je suis algérien. Eh ben, j'estime qu'elle a absolument savourer, raison. Savourer parce que je pense que... Bon, Méziane. Je pense qu'on va plus se parler longtemps si elle était... On va y aller, Méziane, merci. Allez, voilà. À bientôt, en tout cas. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous voulez prendre la parole. Je crois qu'on va passer à ton avis tranché, Des fois, on se demande, Bon. Non, mais écoute, on est en liberté, Oui, en liberté, oui, c'est ça. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Hamou Bouakaz pour son avis tranché d'aujourd'hui. Amis auditeurs, dans la phase qui est celle que nous vivons, on mesure le manque de certains hommes sages. Particulièrement cette radio, on mesure le manque de BHS. Et on se dit, si BHS était là, comment est-ce qu'il prendrait la situation? Je l'imagine gesticulant, éructant, courant dans la pièce, s'énervant, écoutant les appels des auditeurs et redisant cette formule qu'il avait rendue célèbre. Dormez bien, braves gens. La terre tourne, oui, mais elle tourne sans vous. Et j'imagine de quelle flamme il aurait troussé des éditoriaux pour mettre chacun devant ses responsabilités. J'imagine combien il aurait dénoncé Macron le libéral. J'imagine surtout comment il aurait démystifié la baudruche Marine Le Pen qui semble faire tant illusion auprès d'un certain nombre des nôtres. Car, croyez-le bien, ce qui se joue aujourd'hui, et dont j'ai dénoncé tout à l'heure la responsabilité des politiciens installés, ce qui se joue aujourd'hui, c'est tout simplement l'avenir de la France. L'avenir de la France s'est joué à de nombreuses reprises durant ce siècle. En 1914 comme en 1940, ce sont pour une bonne part les musulmans des anciennes colonies qui ont sauvé ce pays, qui ont permis à ce pays d'avoir encore une existence. Dans les années 60, c'est la décolonisation qui a sauvé la France. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est encore à nous, les franco-maghrébins, ceux qui sont devenus français par choix, de se lever et de faire leur devoir, envers et contre tout. De faire leur devoir malgré les difficultés qu'ils vivent au quotidien, malgré le racisme, malgré la xénophobie, malgré l'islamophobie, malgré tous les signaux qui nous sont envoyés et qui nous montrent combien nous sommes des Français entièrement à part. Notre devoir, tranquillement, c'est de sauver une nouvelle fois l'avenir de ce pays en votant pour Emmanuel Macron. Ce vote
comme les balles des soldats franco-maghrébins n'étaient pas un blanc-seing. Les mêmes qui ont sauvé la France ont su tomber à Sétif ou durant les guerres coloniales. Lorsque nous aurons voté au second tour, il nous appartiendra de défendre nos droits, de lutter contre le racisme et de prendre réellement la place qui doit être la nôtre dans la France future. Merci Hamou. Je précise que à l'instant même où nous parlons, Jean-Luc Mélenchon vient de poster sa vidéo sur son site. On va la découvrir et la découvrir dans un instant ensemble. Et nous ferons aussi un petit tour par le CIFAD dans un instant avec Jean-Marc Zébellus et un nouvel invité. Sans oublier aussi une manifestation qui va avoir lieu ce dimanche à Place de la République pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme, d'où qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit en France, mais aussi en Égypte, où d'ailleurs le pape est parti en Égypte pour y rencontrer plusieurs personnalités. Des attentats aussi qui se sont produits évidemment en Irak et en Syrie, beaucoup d'endroits dans le monde. L'objectif de cette manifestation en République, c'est de citer les noms de ces personnes. Alors, on aura l'un de son organisateur, dans un instant au téléphone. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Hamou Bouakaz qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner bien sûr, et on change beaucoup de sujets, on varie évidemment dans cette émission, se faire l'écho de ce qui va se passer ce dimanche. Place de la République à Paris avec le président de Laïcité pour tous, monsieur Resk Chelata, c'est ça? Absolument. Bonsoir monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir monsieur Christophe, bonsoir à vous et à tous les auditeurs de Radio France Maghreb. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce rassemblement de dimanche que vous proposez? Au fait, nous organisons un rassemblement à la République le 30 avril, dimanche le 30 avril à 17h, en mémoire de tous les victimes de terroristes, de tous les pays qui ont subi le terrorisme, notamment notre policier aux Champs-Élysées dernièrement, les victimes de Bataclan, les victimes des cafés, de Stade de France, les victimes de Saint-Pétersbourg, les victimes de 2 églises en Égypte, les victimes en Tunisie, à Bardo et sur la plage tunisienne. Au fait, nous allons lire les prénoms et les noms de toutes les victimes qu'on a eues ces 2 dernières années, en hommage à leur mémoire et en appelant à la paix, surtout qu'on va rentrer dans une nouvelle quinquennat, dans un nouveau quinquennat, et donc on souhaite qu'il y aura plus des attentats et qu'on s'aime tous les uns de l'autre. C'est un message de paix, au fait, et de laïcité pour tout le monde. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous libres de pratiquer notre religion. Monsieur le Président, combien de noms en 2 ans vous avez recensé et vous allez donc donner ce dimanche? Je ne l'ai pas encore compté, mais il y en a pas mal. Moi, jusqu'à maintenant, il me semble qu'il y en a 350 noms, qui prend Londres, qui prend Paris, qui prend Alexandrie, Tanta, Bardo. Donc, on est en train justement de finaliser et pour ne pas oublier personne, bien entendu, parce que tous des victimes. On doit donc leur rendre hommage et il y aura entre 300 et 400 noms, je pense, hein, mais on n'a pas les chiffres exacts encore. Ah là, je crois qu'on est loin du compte. Hein. Oui, parce qu'il y a évidemment beaucoup de monde. Alors, vous avez fait le choix de prendre des exemples. Vous m'avez dit la Tunisie, mais quand on parle de terrorisme, donc Saint-Pétersbourg, on peut aussi parler du terrorisme aussi en Syrie, en Irak. Et là, ça vous serait extrêmement compliqué de pouvoir les recenser. Il y a des endroits comme la Syrie, l'Irak, où on ne peut pas malheureusement avoir les noms. Mais moi, je donne un exemple. Il y a 44 victimes pour les 2 églises à Tanta et à Alexandrie. Il y a 130 pour les victimes du mois de novembre en France. Donc, au fait, on est en train de... C'est sûr qu'il y a certains pays, comme la Syrie, malheureusement, qui a eu beaucoup de victimes, et malheureusement, on ne serait même pas en mesure de citer les noms des victimes syriennes, bien sûr, ça c'est évident. Mais au moins, c'est un symbole, on fait un geste, on va parler de toutes les victimes également. Mais on tient à citer les noms. Je pense que c'est important de citer les noms, même si on n'a pas tous les noms. Mais c'est notre manière de leur rendre hommage à toutes ces victimes et notre manière de dire stop au terrorisme.
Très bien, rendez-vous ce dimanche à partir de 17h, donc place de la République. Merci beaucoup. J'espère qu'on soit nombreux pour honorer la mémoire. On va mettre des bougies et honorer la mémoire de tous les victimes de terrorisme, quel qu'elle soit le pays. Voilà. Merci à vous. Merci Christophe. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Eh bien, mon cher ami Amou, je vous propose d'écouter la vidéo maintenant qui vient d'être postée sur le site de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est assez bizarre cette vidéo. C'est un petit montage de différentes déclarations en fait. C'est très marrant. On écoute et on en commente évidemment juste après sur France Maghreb 2. Jean-Luc Mélenchon, ça vient d'être posté à l'instant sur le site de Jean-Luc Mélenchon, JLM 2017. Bravo à Christophe. On remet tout à plat et c'est les gens eux-mêmes qui décident. On fait un grand changement avec des méthodes démocratiques, pacifiques, tranquilles. Il nous faut une assemblée constituante qui change la règle du jeu politique de fond en comble et qu'elle soit composée de gens qui n'ont jamais été élus auparavant. Et que le peuple garde en permanence la possibilité de révoquer ses élus. Faisons une campagne instructive. Normalement, quand on se sera quitté, vous aurez mieux compris certaines choses, j'espère. Alors c'est que vraiment je suis nul, mais vous aurez mieux compris certaines choses et vous pourrez vous-même les transmettre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer de penser juste. Soucions-nous en permanence de l'intérêt général. Un grand pays comme le nôtre ne peut pas continuer à vivre comme ça, en tournant dans l'aigreur, l'amertume. J'adjure les gens de comprendre que se résigner ne mène nulle part. Il faut s'intéresser à sa patrie pour la raison que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Je vais faire l'apologie du savoir. Je vais traiter des grands enjeux du siècle qui arrive, les nouvelles frontières de l'humanité pour lesquelles il faut du génie, de la science, de la technique, c'est-à-dire les mers, l'espace, le numérique. Écoutez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant, c'est pas vrai. C'est maintenant que c'est le plus excitant. Une crise, c'est une rupture provisoire de l'état d'équilibre. Et lorsque la crise est finie, on revient à l'état d'équilibre antérieur. Vous ne retrouverez plus jamais l'état d'équilibre antérieur. Plus jamais. Celui que vos parents ont connu, ce monde-là est mort pour toujours. Il ne renaîtra jamais. Alors, la vidéo dure 32 minutes, mon cher ami Amou. Dans cette vidéo, jamais il ne donne de consigne de vote. Il indique simplement qu'il ira voter. On est content. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'aurais aimé, et ça l'aurait grandi, qu'il sorte un peu d'une posture égotique. Vraiment. Parce qu'en fait, en faisant ça, il se révèle pour ce qu'il est, c'est-à-dire un monstre d'orgueil qui n'arrive pas à se remettre du fait que, certes, il a fait lever une patte, mais qu'elle n'a pas levé assez haut pour l'emmener là où il voulait. Et comme il n'a pas réussi à aller là où il voulait, et ben comme un gosse, il casse le jouet. Alors, je comprends, hein, je pense qu'il pense aux législatives et il se dit. Si j'appelle à voter Macron de manière explicite ou même implicite, je risque de perdre un certain nombre des gens qui, sur un malentendu, s'étaient mis de mon côté. Mais c'est un calcul qui, à mon avis, est tellement cynique qu'il va lui valoir réellement beaucoup de déperdition dans ses troupes. Donc je rappelle, 32 minutes la durée de la vidéo, il n'indique pas de consigne de vote, il dit simplement qu'il va aller voter. Bon, voilà. C'est bien, ça veut dire déjà que, ça. Voilà. Bon. Il va aller voter blanc ou Macron, on sait pas. Allez, direction Tabarka maintenant, la Tunisie et le Tifad avec Jean-Marc Zébélus qui s'y trouve avec son invité. Monsieur Edi Ben Abbès, président de la Chambre de commerce tuniso-japonaise, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, bonjour, de nous faire l'honneur d'être ici sur France Maghreb 2. Tout le plaisir est pour moi et merci pour cette invitation. Vous êtes invité dans ce deuxième Tifad, justement, vous faites l'honneur. D'ailleurs, il semble-t-il que vous avez fait un très beau discours que j'ai pas eu la chance d'écouter. Alors, je dirais, quelles sont vos impressions par rapport déjà à ce Tifad? En fait, l'initiative, elle est excellente. Avec des tout petits moyens, nous avons 2 personnes qui ont pris sur eux la douleur et la lourdeur de l'organisation d'un tel forum. Et l'idée en soi, elle est excellente parce que on n'a jamais pensé au développement sud-sud. Pour une fois, on pense que nous avons le moyen ici, sur le continent africain, de mettre en synergie l'ensemble des acteurs économiques pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et peut-être aussi rétablir un peu les termes de l'échange avec les pays développés. Donc pour une fois, nous avons un forum qui s'installe de manière sérieuse,
certes avec des petits moyens, mais sérieuse, et qui s'inscrit dans la durée. Nous sommes à la 2e édition, la 3e va venir l'année prochaine, et je pense qu'ils vont monter en niveau et en qualité et des présents et des thèmes à aborder. Et l'idée, elle est très simple. C'est comment créer un environnement propice à la rencontre d'hommes d'affaires africains, d'acteurs économiques africains qui souhaitent investir sur leur continent. Tout le monde parle de la croissance mondiale qui doit se reposer sur l'Afrique, ce qui est vrai. Tout le monde lorgne sur les richesses du sous-sol africain. La question que personne ne se pose est l'Africain dans tout ça. Le développement humain de l'Africain, est-ce qu'on y pense? Et je pense là que le plus important, c'est que comment marier les ressources avec les besoins de la population. L'essentiel, ce n'est pas de générer de la valeur ajoutée uniquement, de la valeur tout court. L'essentiel pour l'Afrique, c'est d'améliorer le niveau de vie. Pour ce faire, il faut conjuguer un savoir-faire d'un côté et les richesses naturelles de l'autre. Pourquoi chambre de commerce tuniso-japonaise? En fait, nous, après la Révolution, on s'est posé une question très simple. Nous avons une économie, l'économie tunisienne, elle est principalement orientée vers l'Europe. 80% des échanges de la Tunisie se font en direction de l'Europe. C'est très bien, nous sommes très contents d'avoir l'Union européenne comme partenaire, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde réellement mondialisé, avec les distances qui sont réduites et des opportunités qui existent partout. Donc on s'est orienté un peu vers l'Asie, et dans l'Asie, on a pensé que le Japon, un pays d'une grande résilience, avec une valeur ajoutée certaine, avec une force économique extraordinaire, et on s'était dit pourquoi ne pas créer une chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise. Et quand on est allé voir nos amis japonais, on leur a pas demandé de venir investir en Tunisie. À la limite, c'est pas notre souci premier. On leur a demandé, vous avez un savoir-faire dans des domaines précis. Ce savoir-faire manque à la Tunisie, et par conséquent, il manque aussi à l'Afrique. Et donc, nous avons les moyens d'investir nous-mêmes dans des secteurs précis, mais vous avez un savoir-faire qui est monnayable. Venez avec votre savoir-faire, nous venons avec nos moyens, nos infrastructures, et nous mettons tout cela ensemble, en synergie, pour créer de la valeur ajoutée. Ce modèle-là marche. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire, avec une petite success story, je dis ça avec modestie, où on a créé en Tunisie un centre de formation de très haute qualité en biologie, et ce centre de formation forme des ingénieurs, et la formation aujourd'hui, elle est dispensée par des formateurs tunisiens. Ce modèle-là, on va le reproduire en Algérie, au Maroc, et on va le reproduire au Mali, au Tchad, et on va essayer d'aller le plus loin possible sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, la Tunisie se sent vraiment comme étant un pays d'Afrique à part entière? C'est-à-dire que nous n'avons pas l'Afrique du Maghreb et l'autre Afrique noire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Tunisies se considèrent, se voient comme un acteur économique et faisant partie intégrante de ce grand continent africain? Je dirais que la Tunisie s'imputerait d'une grosse partie de son identité si elle prétendait être autre chose qu'un pays africain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument établir de manière définitive. D'ailleurs, le continent africain n'a eu le nom que à travers la Tunisie. Vous savez que dans l'histoire, la Tunisie s'appelait Ifriqiya. Ifriqiya, c'est la petite Afrique. Par conséquent, le continent lui-même est une extension de cette Tunisie. Donc, je trouve la question pertinente parce que effectivement, il y a des abus de langage par rapport à cela. Il faut absolument oublier cette question-là. La Tunisie est un pays africain. Il est enraciné en Afrique. Nous avons des traditions qu'on partage avec tous les autres pays africains. C'est certainement la porte de l'Afrique, et on prétend l'être et on veut l'être comme étant la première porte d'ouverture sur le continent africain. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments que nous utilisons aussi bien dans le domaine politique qu'économique. Quand on veut séduire les investisseurs étrangers, on leur dit tout simplement, venez en Afrique, entrez par la porte de la Tunisie. La Tunisie se veut être la plateforme d'investissement en Afrique. Alors, dernière question, quelle est la position de la Tunisie par rapport au développement durable?
Alors, ça, c'est une question fondamentale. La Tunisie n'a pas de ressources naturelles énormes comparées à d'autres pays africains amis, et même des pays voisins comme l'Algérie ou la Libye. La seule chose dont nous disposons, c'est ce que le bon Dieu nous a donné, à savoir le soleil, le sable et l'eau de mer. Et et le vent. Ce sont des ressources inépuisables. Et les idées. Et bien entendu, il faut avoir les idées pour mettre en corrélation tous ces éléments-là. Et justement, c'est pour ça que j'ai insisté sur le savoir-faire. C'est ce qu'on a demandé à nos amis japonais. Nous voulons votre savoir-faire. Effectivement, l'un des axes de notre chambre de commerce et d'industrie, ce sont les énergies renouvelables, et nous avons la possibilité, avec un désert extraordinaire qui est inexploitable et qui est inexploité, et qu'il faut absolument mettre en valeur à travers des projets, des grands projets. Je peux vous annoncer que l'un des axes et des projets financés par la TICAD, c'est pour ça que la TIFAD, elle est la sœur jumelle de la TICAD, qui est le programme japonais pour l'Afrique de financement de grands projets. Et l'un des projets financés par la TICAD, c'est le dessalement d'eau de mer à Sfax. Donc on voit la désalinisation de l'eau de mer. On voit concrètement comment l'axe énergie renouvelable est un axe fondamental pour le développement économique pour le siècle à venir. Monsieur Idi Ben Abel, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Je vous remercie. Nous devrions y retourner d'ailleurs dans quelques minutes du côté du TIFAD pour une troisième et dernière invité, mon cher ami Hamou Bouakaz. On va passer avec notre ami Amar, que je vous présente, que vous connaissez. Amar, salut. Si je dois lui parler, il m'a tellement éclaté au jeu là, il m'a mis KO 18 fois. Là. Comment ça va, Amar? Ça va, Hamou. Alhamdoulilah, depuis que je vous ai plus au jeu là, j'ai tout appris Wikipédia par cœur. Ah bon? Ah ouais, je crains plus rien. Alors bouge pas, Amar, puisque t'es là, tu te retrouves d'ailleurs tout à l'heure pour l'éphéméride, mais avant tout cela, on va faire le j'aime ou j'aime pas, ou le lol, comme vous voulez, hein. On y va. J'aime ou j'aime pas, on y va, Hamou et Amar. Avec qu'est-ce que j'ai au programme? Bah j'ai du Valls qui critique Aubry pour ne pas avoir cité le nom Macron dans son appel à aller voter. Écoute, si c'est ça, sa plus-value dans la période actuelle, mieux vaudrait qu'il se taise. Amar? Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Hamon, Hamon, il est plus là pour l'instant. Macron souhaite Xavier Bertrand dans son large rassemblement. Bah, Xavier Bertrand, ça a du sens. Il lui est arrivé d'être gaulliste social. C'est pas le pire que je connaisse à droite. Bon, il est quand même courtier en assurance, enfin c'est un assureur, donc faut quand même regarder d'assez près. Mais s'il le met, par exemple, ministre de la Jeunesse et des Sports, ou ministre, tu vois, dans des trucs sans $1, ce serait bien. Amar? Ouais, bon, c'est vrai que Bertrand, c'est pas le pire des LR. Il y a pire, mais bon, c'est pas le mieux non plus. Un certain Hamou Bouakaz a participé à un livre, Allons enfants de la patrie, avec un certain Christophe Girard, lancement d'ailleurs du livre qui a eu lieu hier à la mairie du 4e, mon cher ami Hamou. Eh oui, absolument, je l'ai ici d'ailleurs, c'était le coup de cœur que je voulais faire. En fait, avec plusieurs copains qui sont des Français par choix, nous avons fait chacun un petit papier pour dire à quel point nous aimions ce pays et pourquoi nous nous reconnaissions de ce pays. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir évidemment nos difficultés de temps en temps. Mais moi, je me sens reconnaissant à ce pays et je le témoigne dans ce livre. Est-ce que c'est un livre que tu pourrais acheter, Amar? Allons enfants de la patrie. Hamou, il me doit déjà un bouquin, je l'attends toujours, donc ça sera un deuxième. Bon, très bien. Donc c'était hier soir, il est sorti le livre, Hamou? Ouais, bah, je vais le montrer parce que je suis pas très bon en visionnage, mais je l'ai dans mon cartable. Ah, très bien. Donc tu laisses l'exemplaire à Christophe et tu me le dédicaces. Ah bah si tu veux, pas de problème. J'en ai qu'un, mais... Qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Tiens, le siège des Républicains en vente sur le Bon Coin. Bon bah faut changer de site, hein, c'est pas possible. Oui, pourquoi pas, c'est des conneries ça, non? Bah écoute, apparemment, oui, c'est un fake sûrement, mais il y a une vraie petite annonce sur le Bon Coin, siège des Républicains en vente. Ils ont besoin d'argent. Je pense qu'ils vont en perdre un paquet des sièges, donc celui-là de toute façon effectivement c'est le seul qu'ils peuvent vendre. Le ministre des Affaires étrangères algérien, qui est donc Ramtan Lamamra, a déclaré Emmanuel Macron est notre ami, c'est un ami de l'Algérie.
En tout cas, il a pris des claques à cause de ce qu'il avait dit sur la colonisation, donc ils lui doivent bien ça. Ouais. Bon, j'imagine qu'il y a effectivement entre Marine Le Pen et Macron, j'imagine que le gouvernement algérien a vite fait le choix. Préfère Macron. Après, si c'est un ami de l'Algérie comme Trump est un ami de Poutine, je me méfierais quand même. Amar? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que c'est pas un ami dans l'opportunisme? Laurence Parisot, vous la connaissez? Ah oui. Oui, c'est l'ancienne patron des patrons. Ouais, eh bien écoutez, voici ce qu'elle a dit. Avec Macron, je peux être prête pour Matignon, a-t-elle dit. Je crois que ça a été démenti. Oui, mais bon, elle l'a dit quand démenti. Ouais, mais elle l'aurait dit en tout cas. Tu sais, Laurence Parisot, depuis qu'elle a quitté le MEDEF, moi je lui ai vu prendre des positions tout à fait avant-gardistes, notamment sur un sujet qui me tient à cœur, c'est le traitement des prisonniers de Guantanamo. Ouais. Et Laurence Parisot avait reçu Mourad Benchelali et lui a permis de s'exprimer dans diverses tribunes et l'a encouragé à travailler sur la question de la déradicalisation. Donc elle est peut-être c'est peut-être une personnalité qui est plus impliquée qu'on ne le pense. Alors maintenant Matignon, faut peut-être pas exagérer. Bon, Amar, pareil. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle s'est améliorée depuis qu'il a plus la patronne des patrons. Quand c'est Amar qui le dit, je peux vous dire que c'est vrai. Pour finir, le j'aime ou j'aime pas, Audrey Pulvar qui était suspendue de l'antenne de CNews pour avoir signé une pétition anti-Le Pen. J'aime pas, mais je trouve ça logique. Ouais. Ah ouais, moi non plus. Je trouve ça logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des principes et il faut les respecter. Si tu dois interviewer les deux, tu dois être neutre. Voilà. Ouais. Après, c'est pas une télévision d'opinion, c'est news en principe. Donc voilà, il y a une logique. Bon, elle appartient quand même à Bolloré. Hein. Oui, je veux dire voilà, mais il essaye d'en faire une télévision neutre. On peut en penser ce qu'on en veut. Moi, je trouve que c'est une télévision qui n'assure pas une cacahuète, mais voilà. Ouais. J'ai été chez Pascal Pro, j'y suis plus parce que c'est juste insupportable. Bon, eh bien merci beaucoup en tout cas pour ce j'aime ou j'aime pas. Amar, est-ce que tu peux être rapidos parce que je crois que tu voulais répondre à Méziane, t'es un peu énervé là. Rapidos, ça va, bon, on va se couper un bras quoi. Bon. Ah ouais, oui, non oui, mais ouais, plus qu'un bras même. Depuis hein, un certain temps déjà, on entend mon compatriote la Méziane, il commence à me porter sur les nerfs sérieusement. On dirait à chaque fois qu'il intervient, on dirait que c'est le porte-parole officieux du FN. Mais il oublie certaines choses. Je crois qu'il nous a dit une fois qu'il prenait des chemins. Arrête, Méziane, parce que ça te détruit les neurones. Hein. Parce que bientôt, tu vas plus en avoir. Hein. Tu énerves les gens et tout ça. Tu oublies, t'as pas honte, la Chouma, quand tu parles et tout ça, tu oublies que son père, ce qu'il a fait chez nous en Algérie, ce que nous avons subi avec des pourris comme lui, tu devrais avoir honte d'avoir... En plus, tu te dis que t'es algérien, t'aimais pas. Bah, doublement, tu devrais pas ouvrir ta bouche. Tu écoutes, et parce que des gens comme toi sont dangereux. Comme on dit toujours, on n'est trahi que par les siens. C'est honteux d'entendre ces choses. Quand tu dis, ouais, il y a quelque temps, tu disais, ouais, Marine Le Pen, ouais, elle est patriote. Marine Le Pen, elle est patriote. Regarde toutes les casseroles qu'ils ont. Hein, notamment sur le plan fiscal. Elle et son père, le fisc, il leur réclame 3 millions d'euros. C'est ça, être patriote, c'est plonger. Je te ferai remarquer, si tu payes des impôts, que l'argent qu'elle fonctionne comme ça, c'est les tiens, c'est les miens, et celle de très 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 nombreux Français. Alors arrête de dire un petit peu, oui, cela, à croire que tu la parles de toutes les vertus, alors qu'elle a plein de casseroles. Elle et son père, quand tu dis, ouais, ils sont pas racistes, et tu devrais peut-être un petit peu, si tu sais pas lire, bah tu regardes, il y a des excellents documentaires sur les FN, notamment qui sont passés très dernièrement, comme... les hommes de l'ombre du FN, toutes les magouilles et tout ça, qui encore une fois qui ponctionnent, et l'argent des Français. T'as qu'à lire, si tu sais lire un petit peu, bah ça te fera du bien. Le livre qui est paru de Claire Chikaglani, la journaliste, L'Infiltré, tu verras là s'ils sont pas racistes et s'ils ne sont pas islamophobes. Ah oui, L'Infiltré c'est quelque chose. Hein. L'Infiltré c'est vraiment quelque chose. Christophe, absolument. Je peux donner un rendez-vous à Méziane et à tous les auditeurs de France Maghreb 2 qui habitent Paris. Ouais. Écoutez, le 1er mai prochain, vers 11h, sur le quai du Louvre, je crois, vous regarderez sur Internet, on va jeter des fleurs dans la Seine, parce que le 1er mai 1994, c'est-à-dire ça fait 23 ans... Pas 95 Écoute, que c'est, moi il me semble que c'est 94, mais je peux me tromper, peut-être 95. Il y a un certain Brahim Bouarram, qui est marocain, qui a été balancé dans la Seine
par des nervis du Front National. Hein. Donc, voilà, oui, faut le dire, bien sûr. Donc tous les ans, les associations et puis la mairie de Paris le faisait. Moi, j'y étais non souvent. Le faisait. Je crois qu'elle le fait toujours, honnêtement. Hein, faut pas raconter des histoires. Mais des fleurs à cette occasion. Donc je ne peux qu'encourager. Ce serait bien de savoir si on pourrait se retrouver autour d'une banderole France Maghreb 2, tiens, pour voir combien on est. Hein, absolument. Vous regarderez sur internet, j'imagine que sur le site de France Maghreb 2 on pourra mettre l'info. Oui, on la mettra. Mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on s'y retrouve. Et puis si vous mettez une banderole comme ça, je saurai au moins où aller. Très bien. Merci Amar. Bon, de toute façon, j'ose imaginer qu'ils font au moins ça par provocation. Je sais pas. Peut-être. Oui, des fois, on se pose la question. Ouais, mais à force de réitérer à chaque fois, ça devient plus que lourdingue. Hein. Bon, merci Amar. À tout à l'heure. Ouais, mais il faut être patient. C'est peut-être que nous, on n'est pas assez pédagogue et qu'on n'arrive pas à convaincre. Oui, peut-être aussi. Je sais pas. Dans un instant, on file à Taberka, parce que Jean-Marc apparemment a un invité, mon cher ami Amou. Donc on va l'accueillir. On est content. Et puis, si on a le temps, les auditeurs aussi ont la possibilité de nous appeler pour les minutes libertaires. Et puis Jamila va peut-être décrire le livre, puisque tu as la gentillesse d'en parler. Vas-y Jamila, alors vas-y, tiens, puisque tu es là. Non, on va le faire après la pub. Après la pub. Comme ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Hamou Bouakaz, et nous partons pour la dernière fois dans cette émission du côté de Tabarka en Tunisie. Attends, après le 7 mai, peut-être qu'on y partira pour définitivement. Hein. Ah, peut-être. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien. Non, c'est Hamou. Ah non, c'est Hamou, pardon. Salut Hamou, comment ça va? Je veux pas ressembler à Akli, hein. Excuse-moi, mais non. Ouais, c'est pas la même formologie. Je déconne. C'est pas la même taille. Hein. Salut Akli, mais sa taille. Je m'en doute, ils doivent manger bien tous les deux, non? Hamou, il mange un peu moins bien qu'Akli, parce qu'Akli, pour le coup, il est imbattable. Bon ben ça va alors, super. Alors nous sommes à Tabarka dans le cadre du TIFAD, et là nous avons le privilège de recevoir en direct sur notre antenne France Maghreb 2 monsieur Hassan Arfaroui, qui est le conseiller chargé de la culture auprès du président de la République de la Tunisie, monsieur Bessi Kaïd El Sebsi. Monsieur Béji Kaïd Sebsi, avec l'accent. Voilà. Béji Kaïd Sebsi. Voilà, je vous prie de m'excuser. Alors, ce monsieur Hassan Arfaroui, c'est un docteur, c'est un sociologue, historien qui est aussi pluridisciplinaire. Il est spécialiste du monde arabe et surtout, il est fondateur de la revue scientifique de l'Institut du monde arabe, l'IMA. Et il a été aussi rédacteur en chef pendant 22 ans de la revue hebdomadaire Réalité. Alors, monsieur Hassan Arfaroui, bonjour. Oui, bonjour. Juste... un correctif, j'ai travaillé pendant 22 ans à l'Institut du monde arabe où j'ai dirigé la revue scientifique, j'ai fondé et dirigé la revue scientifique de l'Institut du monde arabe. Mais je suis à Tunis depuis la Révolution, donc j'ai dirigé Réalité pendant seulement 3 ans. Juste un petit correctif qui a le mérite d'exister. Voilà. Alors, monsieur Arfaroui, le TIFAD, vous êtes un invité d'honneur et vous honorez d'ailleurs ce forum. Alors, quelles sont vos premières impressions? Moi, je trouve que c'est une initiative qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que elle témoigne que la question du développement en Afrique n'est plus seulement l'affaire des États, des institutions. C'est la société civile. Ce sont les femmes et hommes d'affaires, enfin les entrepreneurs, les opérateurs économiques qui se saisissent de cette question de développement. Et je crois que de ce point de vue, on peut dire que l'Afrique est bien partie. Je fais un clin d'œil au livre de René Dumont de 1962, où il disait que l'Afrique était mal partie. Là, je pense que c'est un bon départ. À partir du moment où la société civile s'engage, je crois que ça risque d'apporter de l'air frais, de nouvelles approches et surtout des projets concrets. Parce que moi, ce que j'ai entendu, les gens parlent de projets et font appel à leurs collègues à l'échelle du continent, ceux en tout cas qui sont présents dans ce séminaire, ils font appel à eux pour contribuer, pour prendre part à des projets précis. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas le colloque habituel où on se rencontre pendant 3 jours, etc. Et puis par la suite c'est son lendemain. Là c'est du concret. Là c'est vraiment c'est en cela que c'est vraiment nouveau et c'est vraiment intéressant.
D'accord. Et donc c'est une initiative que le gouvernement tunisien encourage, puisque c'est dans le but de développer justement les coopérations, notamment avec cette Afrique subsaharienne. Hein? Oui, le président de la République m'a chargé de le représenter ici à Tabarka. C'est la deuxième fois qu'il le fait pour montrer aussi une permanence de son intérêt pour cette manifestation. La permanence de son intérêt également pour l'Afrique. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour témoigner de cet intérêt que porte le président de la République pour les acteurs de la société civile chargée de développement à l'échelle du continent africain et pour l'Afrique et d'ailleurs sous son impulsion il y a un retour, disons la Tunisie assume de plus en plus son identité africaine et elle revient de manière déterminée sur son continent de naissance, disons, et voilà, elle revient en quelque sorte à la maison, et ça c'est bien. Très bonne initiative. Alors, je sais que vous êtes pris par le temps, et nous aussi, donc je vais vous poser une dernière question. Actuellement, nous subissons un mouvement où nous avons des gens, le sociologue que vous êtes, d'origine maghrébine ou autre, étrangère, qui disent clairement qu'ils vont donner leur vote à Marie Le Pen. Qu'est-ce que le sociologue peut me dire sur ça en quelques mots? Si je dois prendre la parole là-dessus, c'est à titre privé. Je veux pas. Non, pas du tout. Le sociologue. Je dis bien le sociologue. Voilà, la tentation des extrêmes, malheureusement, est présente. On l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays européens notamment. Dans d'autres pays européens, même au-delà, on l'a vu aux États-Unis, etc. Enfin, je dis pas que c'est dans l'air du temps, mais ça témoigne d'un malaise réel, c'est-à-dire d'une adaptation peut-être du système politique aujourd'hui, pas à l'échelle française seulement, mais à l'échelle peut-être mondiale, qu'il faut apporter des réponses aux angoisses des jeunes. Je crois qu'il faut aussi réfléchir à dépasser peut-être la démocratie représentative, pas la dépasser dans le sens l'enterrer, mais c'est-à-dire la renforcer, parce que la démocratie représentative aujourd'hui elle marque le pas, elle montre peut-être ses limites, et aujourd'hui il y a peut-être besoin d'une démocratie plus fraîche, plus participative, pas dans le sens du slogan qu'on connaît, du désir de participation, etc. Enfin, c'est au-delà des slogans creux, il y a besoin de donner une participation, de donner l'occasion aux jeunes de participer autrement à la vie politique, pour éviter ce genre de tentation qui n'apporte absolument aucune solution. Au contraire, je crois que c'est la solution du pire. Voilà. Très bien, Monsieur Hassan Arfaoui, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de nous honorer de cette petite interview. Merci pour votre invitation. Malgré le temps qui est très, vous êtes très juste apparemment dans votre temps, et nous aussi d'ailleurs. Très bien. Donc Christophe, oui. je te remercie. Je souhaite une bonne fin de journée à tous les auditeurs ainsi qu'à ton invité, et je dis à très bientôt. Que t'as pas eu l'occasion de rencontrer encore Amou, hein? Non, pas encore. Non, ça viendra. Tu t'es pas frotté encore à lui. J'ai déjà eu l'honneur de te rencontrer, de te connaître et de t'aimer. Donc, merci Monsieur Zebellus, et on vous retrouvera également demain sur l'antenne de France Maghreb 2. À très bientôt. Merci encore Monsieur Hassan Arfaoui. Merci à vous. Du côté donc de la Tunisie, voilà. Eh bien, on retrouvera donc toute cette fine équipe donc dès demain sur France Maghreb 2, bien sûr. Alors, mon cher ami Amou, on va terminer cette émission. Bah oui, non pas avec les auditeurs qui auront l'occasion de s'exprimer un peu plus longuement, mais par un coup de cœur. Le coup de cœur, le voici, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, ton coup de cœur, mon cher ami Amou. Mon coup de cœur, c'est Jamila qui va donc le lire, puisque je voulais vous parler de ce livre que nous avons commis à l'initiative de Nathalie Kaufmann, qui est une ancienne élue du 20e arrondissement,
une ancienne conseillère régionale, d'Éric Ferrand, qui est un ancien adjoint au maire de Paris aux affaires scolaires. Nous sommes des gens de gauche, mais qui n'avons pas forcément la même sensibilité de cette gauche, mais nous travaillons sur justement les fondamentaux des valeurs qui doivent nous rapprocher. Nous travaillons sur la notion de laïcité, nous travaillons sur la notion de non-discrimination, des choses comme ça, et donc nous écrivons de temps en temps des livres avec des gens que nous choisissons. Et ce livre s'appelle « Allons enfants de la patrie ». Et il a pour finalité d'expliquer justement, mais on n'a pas dit la suite, hein. Mais il a pour but d'expliciter un peu pourquoi nous sommes français. Ouais. Et donc ce sont des gens qui viennent vraiment de partout, hein, qui ont choisi la France pour beaucoup, et qui expliquent en quoi l'idée d'être français résonne en eux. Et donc je vais laisser à Djamila le soin de lire quelques lignes et de dire où on peut se procurer ce livre, si toutefois elle le trouve, c'est pas sûr. À toi, Djamila, parce que ta voix est plus douce que la mienne. Alors, Djamila. Merci, Hamous. Je suis bien en face du micro, ça va? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le mieux, c'est de lire quelques lignes que tu as écrites, Hamous. Hein. Je pense que c'est plus parlant, mais je vais commencer. Alors, je suis français parce que la France m'a accueilli. Je suis français parce que la France m'a éduqué en me donnant plus parce que j'avais moins. La France, première dans le monde, a donné la lumière aux aveugles par le braille et l'éducation adaptée. J'aime la France comme j'aime ma grand-mère souffrant d'Alzheimer. Certes, la France ne me reconnaît pas tous ses enfants, mais chaque fois qu'elle le fait, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. La France a accueilli le monde, l'a fécondé, en a sublimé le meilleur. Chaque jour, je n'ai qu'une ambition, rendre à ce pays un peu de ce qu'il m'a donné, porter haut ses valeurs qui ne vieilliront jamais. Construire des ponts entre tous les singuliers qui l'enrichissent, lutter contre la dictature de la norme qui embolise le modèle univers français, être un colmateur de failles qui fait prendre conscience que ce qui unit les Français est bien plus fort que ce qui les divise. Je suis français pour que la France, comme elle l'a fait auparavant, éclaire le chemin de paix et de progrès pour l'humanité du 3e millénaire. Alors voilà, donc ça c'est le texte qu'a écrit Hamous, et si vous voulez voir la belle photo qui a été faite de lui, je vous invite, elle est magnifique, hein. Ouais. Je vous invite à acheter le livre Enfants de la patrie, c'est collection Le Publieur, et je pense que c'est sur internet que vous pouvez vous le procurer, lepublieur.com, voilà, 12 €. Ah, on peut pas l'acheter à la Fnac? Je suis pas sûr, je crois bon, pas. Bon, d'accord. Bon, sur lepublieur.com. Voilà. Ou Amazon. Bon, après, on vous en dira plus. Hein. Oui. Bon, allez aux enfants de la patrie. Voilà. Enfants de la patrie. Enfants de la patrie. C'est moi qui dis n'importe quoi, tu vois. Ouais, non, mais moi c'est ce que j'avais vu aussi, hein, aux enfants de la patrie. Hein, ouais, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai tweeté comme ça, je crois. Ah ouais, d'accord. Ah, donc c'est une connerie de ta part, voilà. Bah, bien sûr. Donc moi j'ai reproduit bêtement ta connerie. C'est bien. Oui. Les conneries, comme tu peux le constater, se reproduisent assez vite. Hein. Assez vite, absolument. Merci Monsieur Hamous Bouakaz pour être venu aujourd'hui. J'espère que tu remettras pas autant de temps pour venir la prochaine. Non, mais j'ai tellement de trucs à faire, mais pas vos amis, si vous savez. C'est très occupé en ce moment. Bah, j'arrête pas, hein. Faut manger, hein. Bon, ouais, d'accord. Et à toutes les soupes? À toutes les soupes, toutes les chorbas. Tiens, justement, je voulais proposer à l'occasion du Ramadan de faire un grand festival des chorbas, de faire la chorba d'honneur, parce que là en ce moment on n'arrête pas de féliciter les meilleures tables, donc il faudrait peut-être qu'on fasse une initiative. Mais moi j'avais proposé une idée à cette radio, je sais pas si elle va être reprise un jour. Ça serait la radio ou l'idée? Non, l'idée. Un ftor presque parfait. Tu sais, c'est l'idée en fait, c'est d'aller chaque soir chez différentes personnes, chez les gens en fait, mais de différentes cultures. Donc chaque soir on est du côté d'une famille algérienne, famille pakistanaise, famille turque. C'est ce qu'on faisait hein, dans le cadre des Ramadaniyat avec Brahim. Ouais, mais là vraiment manger, tu vois, c'est pas, on parle pas. Ah ouais. Parce que vas-y, chie sur le fait. Moi, j'avais dit, franchement, vas-y, Tarek, il est en Tunisie. On parlait de politique, les gars, franchement, c'est dur. C'est dur, les gars. Tarek, je peux te dire que quand tu vas chez Fatma à Nanterre, tu parles politique, mais seulement quand t'as pas la bouche pleine, hein, parce que là, je peux te dire que là, c'est du lourd. Hein. Ouais. C'est du très très lourd. Bah, on ira, il y a du traditionnel maintenant. Il y a du niveau. Là, je peux te dire que là, respect. Hein. Bon, eh ben, écoutez, affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que prochain grand tous les auditeurs qui seraient candidats pour un tour presque parfait chez eux. Sont les bienvenus. Voilà. Ils appellent à la rédaction. Envoyez des mails, tiens, lgf@francemaghreb2.fr. Est-ce que vous êtes candidat pour nous accueillir chez vous pendant le Ramadan? À l'instar du président Giscard d'Estaing qui dînait chez les Français, nous allons dîner chez les Arabes, les Africains, les Asiatiques, les Pakistanais, les aristocrates ou non. Les Comoriens, ça serait les Comoriens. J'ai déjà fait un photo chez un Comorien, c'est un truc de ouf. Oh là là là. La banane.
Moi, c'est c'est la bon, banane. ça. La C'est banane, bon, ça. je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très très bon. Allez, C'est bah, mon je ami- rafile, fais-nous bah, je ton rafile. tour. Bah, c'est chez lui que j'ai fait mon Fais-nous tour. ton tour, bah, je rafile. Ouais, bah, t'inquiète, toi. Pas C'est de bon, problème. On était d'ailleurs une Le quinzaine. problème, c'est que moi, je pense que la cuillère, elle serait suspendue, parce qu'on serait tous en train d'écouter ce qu'il dit, on va pas manger, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça qui est difficile. Alors que chez moi, si tu veux, vu le nombre de conneries que je raconte, je pense que j'ai intérêt à faire du lourd. Ou un ftor presque parfait chez Hamou Bokaz. Oh, purée. Ou chez Dans le Jamila. noir. Chez Dans le noir, Jamila. c'est bon, ça. Ah oui. Ah, c'est bon, ça. Ah, pas Jamila, impeccable. elle va reprendre l'affaire. C'est grave. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais de Ouais, mieux? C'est évidemment. quoi ta spécialité? Ma spécialité, Ouais. couscous. Le Soxo. Ouais. À quoi? C'est quoi? Parce qu'il y a plein de couscous différents. Ben, le couscous à la Kabyle. Ah, bah alors c'est avec haricots verts ou pas? Non, moi je Ah, bah c'est pas un vrai couscous kabyle alors. Couscous haricots verts, c'est le couscous kabyle, Amou, non? Je sais pas, moi, tu sais, On m'a faut fait qu'il goûter du comment il est couscous fait, je pour le les mange. lentilles. T'as déjà mangé ça? C'est bon, ça. C'est trop bon, Ah, ça. bon, C'est une ça. tuerie, ça. Et mais Bon. tu sais, moi, mon meilleur, c'est quand même le couscous aux fèves avec les fèves cuites à la vapeur, là. Ah, Eva l'huile Wen. d'olive, il Eva Wen. y a rien de meilleur au monde, quoi. Ah oui, Eva Wen, c'est trop bon. Absolument. Arpose. Ça s'appelle Arpose, non? Non, je sais pas, Eva Wen, on dit. Eva Wen, ouais, c'est ça. C'est les fèves. Voilà. Bon. Merci beaucoup à moi, en tout cas, avec cette petite voilà, envie de manger. Là, ça tombe bien, on y approche à grands pas pour ce soir. Et puis le ramadan, bah, Elle c'est est bien trop pour elle est bientôt. très bonne, ton idée, là. Un tour presque Un parfait. tour presque Franchement, parfait. c'est trop bon, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on en a plein à la minute des idées. Hein. Maintenant, Voilà. il faut que la Allez-y, direction, les il faut que la- auditeurs. il faut que la Allez-y, les direction se auditeurs. il faut que Faut la saturer. Il faut que la direction se ressaisisse, ça, pour le coup. Voilà. Allez, le message est lancé. lgf@francemaghreb2.fr. Franchement, si vous êtes plus de 10 à candidater, ils vont être obligés d'accepter. Donc, allez-y. Ah, bah, c'est sûr. Hein. Comme ça, nous, on a où manger pendant le ramadan. C'est ça qui est bien aussi. Et bon. Hein, et Ouais. bon aussi. Et Voilà. bon. Et on n'a rien à apporter pour boire, par définition. Ah bah C'est non. bon, tu vois, c'est cool. Bon, on peut peut-être amener un bouquet de fleurs. Un bouquet de tradition. fleurs, ouais, t'as raison. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à moi. À très bientôt. Tout de suite, on retrouve l'ami Amar justement pour l'éphéméride. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.